pour l'organisation, merci à l'EM Lyon Forever et merci surtout à toute l'équipe sans qui cet événement ne serait pas possible. Donc Stéphane, le président du club, Olivier, Sam, Léo, Roxane et moi du coup. Alors du coup, pour rappel, pour l'atelier, c'est un peu différent de la conférence. Donc c'est vraiment un événement qui est participatif. Donc on va vous demander de noter toutes vos questions tout au long de l'événement. Il y aura des moments d'échange qui seront dédiés. Et c'est vraiment votre participation qui fait la richesse de cet atelier. Donc ce soir, nous avons la chance d'accueillir Thomas. Donc Thomas, ancien EM Lien, qui est connu pour la superbe croissance de sa start-up Miro. Néanmoins, Miro n'est pas son premier coup d'essai, puisque Thomas a déjà créé 2 startups avant. Une startup spécialisée dans le comparateur de prêt à taux zéro et une autre startup qui est, elle, spécialisée dans le conseil en ingénierie. Et c'est justement avec ce deuxième coup que Thomas s'est intéressé à l'art et à la photographie et a créé Miro. Donc Miro, aujourd'hui, alors il y a 1 an et demi, ils étaient 50. Aujourd'hui, ils sont 700 et ils prévoient à la fin de l'année d'être 1200. Ils regroupent 60 000 photographes à travers le monde. Donc c'est des chiffres qui font un peu tourner la tête. Et pour la petite anecdote, j'ai lu également que vous sortiez un shooting toutes les 25 secondes dans le monde. Donc ce soir, nous avons 205 invités pour la superbe levée de 205 millions d'euros. Et je vous demande d'accueillir chaleureusement Thomas. C'est bon, tout marche bien. Parfait. Bon, donc Thomas, on est ravis de t'accueillir ce soir. Nous, ça faisait 5 ans qu'on ne s'était pas vus. Je pense que la dernière fois, c'était à notre soirée de désintégration. Donc ça remonte, on était dans la même promo. Ce soir, Thomas, on va te poser évidemment plusieurs questions, que tu puisses nous raconter un peu ton parcours suite à l'EM. Et puis nous raconter ensuite cette belle aventure qu'est Miro. La présentation se fera en 2 parties et la première c'est un peu les débuts de Miro. Donc avant même Miro, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait de beau suite en fait à ta sortie de l'EM Lyon? Ouais, je suis allé en banque à la Société Générale en finance de marché, ce qui n'a pas été la meilleure expérience de ma vie. J'ai arrêté après 8 mois. C'est fort. Hein. J'ai arrêté après 8 mois, je suis parti monter une première boîte qui a été résumée de comparateur de crédit. Bon, le problème, c'est quand tu sors de l'école, tu connais pas très bien le web, donc t'es nul. Donc j'ai pas été très très bon tout de suite. Je l'ai arrêté au bout de 18 mois parce que le business model était bon, je rentre pas dans les détails, mais était pas bon, ça dépendait de Google, il y avait plein de trucs qui allaient pas. Et j'ai enchaîné effectivement avec 2 autres boîtes d'ailleurs, pas qu'une seule. Une boîte qui s'appelait Digi, qui fait du conseil en ingénierie, et une boîte qui fait des antivols moto connectés. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et au milieu de tout ça, j'ai monté Miro il y a 4 ans. J'ai un peu enchaîné comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis monté Miro? C'est parce que les 2 premières boîtes, de toute façon, elles marchent encore très bien aujourd'hui, mais c'est des plays un peu plus franco-français. Et j'avais besoin de m'amuser sur d'autres territoires. Voilà, donc ça fait 4 ans maintenant. Et du coup, tes 2 premières boîtes, elles existent encore aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait vraiment à sortir du statut de salarié et à créer en fait tes propres boîtes? Parce qu'on parle de toi souvent comme un serial entrepreneur. Ouais, honnêtement, je pense que tu fais pas exprès, t'es intimement comme ça depuis le début. Moi, je veux avoir un boss. En vrai, la première motivation, c'est que ça me saoulait d'avoir un boss, tout simplement. Et donc, quand tu plantes ta première boîte et que tu as des développeurs qui sont là, ce que tout le monde fait, c'est que tu les prends et tu vas les vendre. Donc, j'ai pris mes développeurs web et je suis allé les vendre. C'est comme ça que tu montes une structure. Il y a pas mal de gens qui font ça quand ils... Alors, tu peux le tourner autrement, dire que tu as pivoté. Bon, dans l'ensemble, tu as planté une boîte et puis tu prends des mecs et tu vas faire autre chose avec. Mais de manière générale, je me voyais pas, surtout après l'expérience en banque. Donc la banque, il y a sûrement des gens qui sont en banque ici, je sais pas. C'est un peu selon les banques et selon les étages, ça peut être un peu vénère comme ambiance. J'ai compris assez vite que c'était pas pour moi, quoi. Donc voilà, je suis monté une première boîte.
En vrai, ça marchait bien, hein. C'était pas suffisant, mais et puis progressivement, de toute façon, une fois que tu lâches le privé, enfin le salariat, que tu rentres et que tu es libre pendant un an, alors libre entre guillemets, parce qu'au final, tu prends pas de vacances, tu travailles plus que tout le monde, etc. Mais tu as l'impression de faire ce que tu veux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui step back et qui reviennent sur le. Donc si ça marche pas, plutôt que de repartir, si tu peux, financièrement, etc., plutôt que de repartir en employé, tu recherches autre chose et puis tu y vas, quoi. Donc il y en a qui en font 6 de suite, d'autres qui marchent dès la première. Voilà. Ok, alors donc du coup, après ces 2 premières boîtes, tu montes donc Miro. Quel était le besoin que tu avais identifié? Pourquoi Miro? Quelle était la taille du marché? L'interview est filmée, hein, donc je peux pas dire n'importe quoi. je le précise. Il y a parfois des questions qui ne donnent pas les mêmes réponses quand c'est filmé et quand ça ne l'est pas. Mais si je le résume, si je fais un entre-deux entre ce qui se dit filmé et pas filmé, dans l'ensemble, donc moi je suis pas photographe à la base. Le monde de l'art m'intéresse pour plein de raisons personnelles depuis longtemps, mais je suis pas photographe à titre personnel. J'avais juste remarqué, il y a pas mal de boîtes qui se montent qui sont le quelque chose de quelque chose. Donc ça va être le Airbnb de machin, le Uber de trucs, etc. Moi j'avais juste remarqué qu'il y a des marketplaces qu'on appelle les marketplaces sur internet. Donc c'est une two-sided marketplace, tu as une supply et une demand sur beaucoup de secteurs. Donc dans la restauration, tu as du Deliveroo, dans le transport, tu as Uber, etc. T'as Airbnb dans l'hôtellerie, bref, t'as plein de trucs comme ça. Il n'y en avait pas dans la photographie. Donc j'ai essayé de comprendre s'il y avait, en tant que business, un métier, une boîte à monter. J'ai fait des tests que j'ai pensé concluants, donc je suis rentré à fond là-dedans. En fait, ça l'était pas, mais c'était suffisamment faussement concluant pour que je décide d'avancer. Mais à la base, du coup, c'était rentrer dans un secteur qui m'intéressait, donc l'art, même si au début c'est pas ce que je faisais de l'art objectivement, et juste comprendre s'il y avait une taille de marché suffisante, ce qui était le cas, sur un secteur qui n'avait pas encore été digitalisé. Et donc les photographes, il n'y avait pas d'intermédiaire entre des clients, entre des marques et des photographes, chacun faisait un peu sa vie, et donc je me suis dit que ça valait le coup d'y aller, quoi. Et alors justement, quelle est la taille de ce marché aujourd'hui? Alors en France, mais pas que, puisqu'en fait tu t'es étendu à l'international, on en reparlera juste après. En France, ça fait... Bon, alors, l'étude de marché, donc vous prenez des gens de BCG qui vous font plein de trucs différents, et puis on fait un peu ce qu'on veut avec les chiffres. Mais à peu près, selon les études, on est autour entre 80 et 100 milliards dans le monde. Donc quand on parle de marché de photographie, c'est les services de photographie. Donc des gens qui ont commandé des reportages, que ce soit pour un mariage, pour un shoot à vente privée ou pour un appartement. Ça totalise environ 100 millions de dollars de taille de marché. En France, c'est plus ou moins un centième de ça. Mais c'est suffisant pour se dire, si j'y vais et que je vise à horizon 5 ans, 5% du marché, j'ai de quoi faire. Quand tu montes une boîte, le premier truc que tu regardes, c'est la taille de marché. De façon assez évidente, si ton marché il fait 200 millions d'euros, tu ne feras jamais une très grosse boîte. Tu peux faire 15 millions de chiffres si tu veux, mais tu ne feras jamais une très grosse boîte. Donc ça, c'était bon. Après, c'était qu'est-ce que je fais? Parce que simplement connecter une offre et une demande, ça apporte pas toujours énormément de valeur. Donc tu n'avais pas envie de créer un annuaire, si tu veux, sur lequel... donc j'essaie de comprendre si je pouvais standardiser, mais surtout apporter de la technologie. Si tu as un gros marché et que tu as envie de le prendre vite, donc tu as envie en 5-7 ans de faire beaucoup de chiffres, ça veut dire que tu vas avoir besoin a priori de lever des fonds. Et si tu veux lever des fonds, il faut que tu aies des valos tech. Donc il faut que tu aies des multiples de valorisation basés sur le chiffre d'affaires qui sont élevés, entre x8 et x20. Et donc il faut que tu sois une tech. Si tu es simplement une place de marché avec un annuaire en mode Malte, tu veux, sur lequel tu rentres, trouves des photographes et tu cliques, tu peux difficilement dire que tu es une tech. Alors si tu es bon pitcher, tu peux faire comme ça. Donc tu as des boîtes comme WeWork qui sont pas si tech que ça, qui arrivent à bon. Mais dans l'ensemble, il faut que tu arrives à trouver un edge technologique au sujet. Et donc j'ai essayé de comprendre avec ce que je pouvais apporter en plus, simplement introduire un photographe avec des marques. Et donc j'ai compris qu'il fallait que je vise un certain type de marché au début, il fallait que je fasse du B2B, pas du B2C pour plusieurs raisons, qu'il fallait que je mette de l'IA sur l'image, et progressivement tu creuses, quoi. Donc entre le day one et la fin de l'année, tu valides un marché, tu fais des tests, tu prends des stagiaires, tu vends salement n'importe comment, n'importe qui, tu fais un peu de chiffres, tu commences à faire un peu de tech, ou en tout cas tu commences à prouver qu'il y a moyen d'améliorer le marché via de la tech, tu lèves un peu de fonds, puis là tu commences, quoi. En général la première année c'est un peu le bordel de toute façon, mais voilà. Et du coup, tu t'es lancé tout seul ou directement tu avais des associés pour monter Miro? Comment ça s'est passé? Seul et à deux. Moi j'ai pas. Miro, j'ai rencontré quelqu'un qui était photographe, qui avait déjà déposé le nom, etc. Donc j'ai commencé avec lui. Après, ce monsieur, il est parti plus ou moins un an après. C'était pas un mec très business.
Et donc une fois que tu as un peu tourné autour de qu'est-ce que faire une photo, comment tu chartes un peu tout ça, bon, ça méritait potentiellement que je m'équipe une autre personne. Donc j'ai pris un an et demi après une personne profil plus X, etc. Donc c'est un entre-deux, pour être franc. Aujourd'hui j'ai pas de co-associé, enfin j'ai pas d'associé. T'en as pas toujours besoin, c'est mieux quand tu peux partir à 3 c'est cool. Surtout t'en as toujours un qui part au milieu, donc même partir à 4 c'est encore mieux. Ça pose d'autres problèmes. Bon après j'aime bien l'exercice du quotidien, j'aime bien prendre des décisions, me planter complètement s'il faut, mais sans itérer 43 ans sur le sujet à 4. Donc moi c'est pas un modèle qui me dérange, les boîtes que j'ai montées en général je les ai montées seul ou quasiment. Bon voilà. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi Miro? Ça vient d'où le nom? Alors c'est pas moi qui ai posé la marque, du coup moi je l'ai récupéré. Je crois qu'il n'y avait aucune explication, donc ça c'est hors caméra, devant la caméra. Il y a 2 réponses. Alors ouais c'était un jeu de mots sur le fait d'être Miro. Voilà. Au début tu commences quelque chose, t'as pas la moindre idée de si ça va fonctionner, donc en général tu te prends pas trop la tête sur ce genre de truc. Et si par malheur ça fonctionne, tu peux te taper un nom pas très beau. Donc soit enfin Miro j'aime bien, soit tu le refais. Mais en fait, ça fait 2 ans que les gens te connaissent et du coup, c'est un peu chiant, surtout si t'es en B2C. Soit tu le gardes et tu la rends plus moderne via du design et de l'image de marque, ce qu'on a fait. Mais à la base, c'était avoir un truc qui est anglais, compréhensible par un anglais, et avec un jeu de mots, somme toute, très médiocre sur le sujet. Voilà, il y a aussi un peintre qui s'appelle comme ça, donc bref, ça marchait bien, puis on l'a gardé, quoi. D'accord. Du coup, tu l'as pas changé pour l'international et tout, c'est bon, ça passe bien dans tous les pays. Ça passe bien, ouais. Ça passe. Ça se retient vite. Alors, tu dois acheter des mots-clés, genre Miro, etc. Parce que les gens, souvent, quand t'entends Miro, comprennent pas qu'il y a 2 E. Donc, tu dois acheter sur Internet 2-3 trucs pour éviter de perdre des clients. Mais ça se comprend bien. Voilà. Et puis, j'avais pas envie de faire un photographe, quelque chose. Tous les trucs, tout mon photographéo, tous les trucs comme ça, un peu. Voilà. Donc, je trouvais ça cool. Ok, tu nous as parlé tout à l'heure un peu de ton business model qui est plus orienté B2B. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement de quel est ton business model? Alors du coup il y a ce qu'on fait, ce qu'on dit dans la presse et ce qu'on fait vraiment. On fait beaucoup plus de choses que ce que tu vas dire. Donc effectivement aujourd'hui on est environ 800, un peu plus de 800 personnes, donc c'est pas juste sur ce sujet-là, il y a pas mal de sujets. En gros quand tu crées une marketplace, tu as à peu près toujours les mêmes réflexes, tu as une partie supply, une partie demande. Et une tech au milieu. Et après, il y a tout ce que tu construis autour. Donc, c'est le jeu du chat et la souris. Tu montes Uber. Est-ce que tu prends plus de VTC que de clients ou l'inverse au début? Et en général, les débuts sont compliqués parce qu'il faut que tu trouves une moulinette qui fonctionne sans cramer de l'argent inutilement. Donc, au début, on s'est focalisé sur comment apporter de l'extra revenu à des photographes. Et donc, comment est-ce qu'on allait chercher des clients? Donc, on a commencé par chercher des clients et a posteriori les photographes. Et donc, on promet aux photographes de tout faire sauf le shoot. Un photographe, sans nous, il va passer entre 2 et 4 heures au global sur un shoot. Donc, il va passer X minutes à trouver un client, faire un devis, etc. Il va shooter. Quand il va shooter, il va faire, mettons un appartement, il va shooter 200 photos, à passer 30 minutes à les trier pour choisir la photo du salon qui est bien. Après, il passe une demi-heure à les retoucher ou 1 heure ou 1 heure et demie selon les sujets. Après, il livre, etc. Et c'est avec client. Nous, il vient, il shoot dans 30 minutes à peu près, et c'est tout. Donc, en gros, c'est ça la promesse. Ce qui fait qu'un photographe qui, précédemment, facturait 250 pour passer 4 heures de temps sur un shoot, nous, on va le facturer 100. Enfin, on va facturer le client 100, donc on va baisser les prix par 2 ou par 3, et le photographe 60, si tu veux. Parce qu'on lui fait donc en fait en taux horaire, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, en taux horaire c'est égal à ce qu'il faisait avant, voire un peu plus selon les cas de figure, et côté client il paye 3 fois moins, et nous au milieu on prend un cut qui est censé avaler le SAV, la post-prod, l'editing, la technologie, la plateforme, les sales, le marketing, etc. Et c'est là l'enjeu, donc tu lèves parce qu'au début tu perds de l'argent par shoot. J'ai commencé, donc on a commencé en 2016. Sur ma première vraie levée de fonds, c'était 18 mois. Donc j'ai levé 400K moi, au bout de 9 mois. C'était beaucoup à l'époque, maintenant ça ressemble plus à rien, mais à l'époque c'était beaucoup. Et 9 mois, bon j'avais tous les 9 mois. 9 mois après, donc j'avais levé 15 millions d'euros. Et donc à ce moment-là, je faisais par shoot un peu plus de moins de 50% de marge. Moins 50. Donc il fallait pitcher à des VC qui mettaient quand même un petit montant sur des valos qui commençaient à être un peu élevés alors qu'on faisait pas beaucoup de chiffres. Que j'allais passer de moins 50 à plus 25. Et donc il faut faire des roadmaps, bon, après c'est du pitch. Donc c'est un peu ça, c'est quand vraiment tu payes un cut à un photographe. Donc on n'est pas une marketplace type Blablacar, c'est pas l'argent passe pas du client A au client B et nous on prend un pourcentage.
on récupère l'argent et on le redistribue, parce que c'est Miro qui assure la relation. Donc on fait beaucoup, enfin qui assure le shoot. C'est pas le photographe qui shoot, c'est Miro pour le client. On a un gage de garantie, donc on contrôle tout. Et donc on prend un cut qui est plus élevé que Blablacar, par exemple. En revanche, derrière, par rapport à Blablacar, le SAV, hyper long, la prod, l'editing, etc. Et donc à la fin de tout ça, sur un shoot de 100 €, il faut qu'on fasse entre 20 et 25 € de bénéfices. Et donc au début, c'est parfaitement impossible, parce que comme tu n'as aucune tech, que les choses sont processées n'importe comment et que tu as des Google Sheets dans tous les sens, tu mets 8 heures à faire un truc que tu devrais faire en 8 minutes. Donc c'est comment tu t'analyses, comment tu traques déjà ce que fait chacun, comment tu analyses après et tu mesures tout ça pour faire une roadmap à 2, 3, 4 ans pour qu'un mec qui gérait, qu'importe son sujet, 25 shoots par jour, en gère à horizon 2 ans, 500. Concrètement, parce que le 3-4 trucs automatisés, et puis après il n'y a plus qu'à appuyer sur des boutons, etc. C'est un peu ça l'enjeu. Mais donc sur la partie on-demand, c'est donc faire des shoots pour les clients. Aujourd'hui, on ne faisait jusqu'à présent que pour des clients marketplace qui ont des besoins globaux, type booking.com, il va te commander 3000 shoots sur la semaine, un truc comme ça. Dans l'appartement ou l'hôtel, et la food, type Allo Resto, si tu veux, Deliveroo, etc. Là, on ouvre d'autres sujets. Et après, à côté de ça, du coup, on a pris cette IA, parce que du coup, si tu voulais éviter d'avoir 1000 Indiens, pas s'il y a des Indiens, 1000 personnes qui éditent toute la journée plein de trucs et que ça rend le truc pas du tout scalable, il fallait que la retouche notamment soit automatisable. Donc on est rentré sur de l'IA, sur le traitement de l'image, sur plein de sujets, sur la data et plein de trucs comme ça. On a ouvert un pôle de R&D, c'est des maths concrètement, c'est du computer vision. Et on s'est dit, une fois qu'on l'avait, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas le vendre, ce truc? Et donc on a ouvert un truc qui s'appelle Aiko, et on a commencé à vendre en fait la solution à des marketplaces qui ne créent pas le contenu, mais qui le reçoivent, type Se Loger. Sur la partie retouche. Sur la partie retouche, data et amélioration de ton chargement des images. Quand tu as une image, tu peux faire plein de trucs avec, la retouche et plein d'autres trucs. Et donc tu prends Se Loger, 9 fois sur 10, c'est les agents immobiliers qui font eux-mêmes leurs trucs. C'est donc très moche. Ça pose un problème en taux de clic online. Plus la photo est belle, plus tu as un taux de clic, un taux de transformation élevé. Et donc on va commencer à se plugger. Voilà. Et ensuite, on a fait le move classique que toutes les marketplaces font, qui est de se demander ce que tu peux faire en plus de l'apport de revenus, notamment sur la partie software de la supply à qui tu apportes des missions. Donc on a ouvert il y a 3 semaines d'ailleurs, ça fait 2 ans qu'on est dessus, un logiciel pour les photographes qui s'appelle MyMiro, sur lequel on va faire leur compta, marketing et tout plein de trucs comme ça, pour les choses qu'ils font sans nous, concrètement, donc pour améliorer leur quotidien, c'est un software. On est allé un peu plus loin que ça en leur fournissant du contenu. Donc on a ouvert un département qui fait des documentaires sur les photographes, qui fait du contenu vidéo, on a ouvert un magazine, etc. Tout ce qui fait que les photographes peuvent, via nous, améliorer leur quotidien. In fine, business-wise, tu as des taux de rétention qui sont meilleurs, etc. Bref, voilà. Et ensuite, on a ouvert un dernier outil qui s'appelle Mirodrop. Là aussi, il y a 3 semaines, qui est un concurrent de WeTransfer direct. Allez-y, c'est beaucoup mieux. Et qui fonctionne dans le cloud, ça t'évite de télécharger à chaque fois. Enfin, WeTransfer, c'est vite chiant quand tu as 20 gigas, tu télécharges tout ça. Bon. Donc, on a changé un peu l'UX de tout ça. Et donc là, le but, c'est on a repris les technos qu'on avait déjà. Que quand on doit gérer des centaines de téraoctets par jour d'images shootées dans 100 pays, etc., c'est un calvaire d'organisation serveur et d'architecture. Une fois que tu as fait ça, tu te dis, en fait, tu n'as plus qu'à prendre ça et en faire un produit. Type Amazon, ils ont commencé à faire AWS parce qu'ils en avaient besoin en interne et du coup ils ont dit maintenant qu'on a fait ça, autant le vendre. Puis ça a fait leur plus grosse BU. On fait pareil avec nos trucs. Une fois qu'on a développé quelque chose en interne qui cartonne et que personne n'a, on se dit allons le vendre en SaaS à des clients. Et donc ce Mirodrop, on l'a sorti. Et donc là, ça a vocation à aller un peu plus loin que simplement les photographes, à parler aux designers, architectes, etc. Toutes ces personnes qui tournent autour de l'image. Et puis progressivement, tu rentres dans le monde de l'image de façon un peu plus large que simplement le métier de photographe. Voilà ce qu'on fait. Ok, très bien, merci. Ouais. Charlotte nous disait tout à l'heure, effectivement, la société grossit bien sûr beaucoup et le nombre de salariés également. Comment tu t'en sors comment vous vous en sortez, parce que j'imagine que c'est pas que toi, tu as des équipes pour ça derrière, sur le recrutement de talents à la fois en France mais aussi à l'international? Moi, je fais pas grand chose au final. Hein. Au bout d'un moment, quand vous êtes 20, tu fais, ou 50 ou 80, tu fais tout. Donc c'est un enfer. Et surtout, vu que tu n'as pas forcément l'argent de payer des gens très bons, tu es souvent meilleur que tout le monde partout, ce qui est assez frustrant. Puis quand tu commences à pouvoir lever des fonds et à embaucher des personnes, tu te trouves avec des gens qui sont partout meilleurs que toi tout le temps.
Donc le truc s'inverse. Du coup, au final, tu t'es plus toi-même hands-on sur les sujets. Tu es coordinateur, tu donnes la vision, tu penses aux trucs qu'il faut développer, tu te lèves un matin et tout. Bon. Mais c'est plus toi qui fais directement, donc c'est plus moi qui recrute. C'est pas ce qui est le plus dur, le recrutement, je trouve. C'est comme beaucoup d'autres sujets, ça se processe. Il y a une phrase connue qui dit si tu prends des A-players, tes A-players, A-players prendront aussi des A-players. Donc si en dessous de toi les mecs sont bons, ça va redescendre. Bon. Donc c'est pas ce qui est le plus compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de gérer la vitesse. Donc c'est quand tu recrutes 10 personnes par mois, ça va. Si tu en recrutes 150, c'est plus compliqué. Et derrière, en réalité, ce qui est compliqué, c'est l'onboarding. T'embauches un sales, il a une semaine pour savoir ce que c'est que la photo, parce qu'il faut qu'il aille la vendre. Tant dire que la photo, c'est pas un sujet qui s'apprend comme ça. Les contrats, quelles clauses, le pitch, la boîte, etc., etc. Puis une semaine après, il est dans la fosse, il y a des targets qui sont hyper élevés, il faut y aller, quoi. Donc ça, c'est hyper dur. Et donc, potentiellement, tu as des taux de déchets au début, bon, le mot n'est pas très joli, mais je crois que ça s'appelle comme ça économiquement, qui est un peu plus élevé que quand tu recrutes une personne par mois. Voilà. Après, le recrutement, tu recrutes des recruteurs qui recrutent... tu vois, mais du coup, justement, parce que du coup, tu disais que tu avais une grosse partie tech et une partie du coup sales. Comment ça se répartit en fait? Aujourd'hui, tes équipes tech, elles représentent combien en fait Alors, la semaine dernière, on avait 107 tech en tout. Donc, tech, c'est un gros mot pour produit. Donc, le produit, c'est les gens qui gèrent des développeurs. Ouais. Donc les product guys, tu as des développeurs qui développent la plateforme en back et en front, donc ce que vous voyez et la tambouille derrière. Ensuite, il y a des personnes qui font de la data. Ça, j'ai été très en retard sur ce sujet. A posteriori, je le ferai un peu différemment. J'ai pas eu assez de data assez rapidement, parce que quand tu contrôles tout à vue d'œil, tu as l'impression que c'est pas important. Puis en fait, quand tu manques de data, tes décisions sont moins bonnes. Donc maintenant, j'ai une quinzaine, entre 10 et 15 personnes à la data. Et après, j'ai la R&D. Ça fait un pôle tech géré par une personne, et on essaie de faire en sorte que tout le monde aille dans la même direction, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, et après, donc il reste plus ou moins 700 personnes. On a à peu près 150 sales. Donc on a 8 bureaux dans le monde. C'est là où ça se complexifie. Donc on a, je disais tout à l'heure, Los Angeles, New York, Paris, Barcelone, Sao Paulo, Tokyo, Singapour et Bangalore. Avec des langues, des cultures différentes, etc., etc. Il faut que tout tourne en même temps. Quand tu fais sortir un truc au customer service à Paris ou aux opérations, il faut qu'à New York, le lendemain, il l'ait. Bref, ça complexifie beaucoup les choses. Mais ça se gère. Et donc après, tu as les opérations. On doit être 450 aux opérations, je pense. Et encore une fois, tu as des boîtes qui vont gérer des appartements, Airbnb, d'autres des bikers, etc. Nous, on doit gérer des photographes au quotidien, donc ça demande beaucoup de travail. Après, il y a la finance, les ressources humaines, le recrutement, le design, le marketing, l'acquisition, les RP, et voilà, bon, etc. Voilà. Et alors justement, tu nous parlais des ouvertures effectivement dans les pays que vous avez faites. Comment vous avez choisi en fait d'attaquer tel pays, de vous installer dans ces villes-là? On a commencé à vendre à l'international il y a 2 ans. C'était il n'y a pas très longtemps, en shootant un peu partout, sans aucune raison, pour regarder ce qui se passe. Et tu vois qui répond le plus, etc. À côté de ça, tu fais des espèces d'études de marché qui te donnent un semblant d'information pour prendre un semblant de décision. Et après, tu te lances. Donc, on a commencé au début à tout faire de Paris, donc ça fait des journées qui durent 24 heures, parce qu'il y a des problèmes de time zone. Donc quand tu shootes à Los Angeles et en même temps en Australie, c'est bon. Du coup on a mis des shifts, etc. C'était assez technique. Et au bout d'un moment tu te rends compte qu'il faut de toute façon au moins un bureau par time zone si tu veux gérer entre guillemets le monde. Et après tu regardes des histoires de coûts, de clients, de taille de marché, etc. Donc tu choisis est-ce que tu te mets à New York ou ailleurs. Ça se fait assez naturellement. Ça coûte toujours 3 fois plus cher que tout ce que tu imagines. Donc on a beau te le dire 40 fois, tu as toujours l'impression qu'en fait, bon, au final ça coûte cher, légalement, fiscalement. Y a plein, par exemple le Brésil, faut savoir que 30% tu ouvres le Brésil, tu fais 10 millions de chiffres là-bas. Tu n'as aucun centre de coût là-bas, en fait c'est une filiale, tu es obligé au Brésil pour facturer des clients d'avoir un truc sur place. À ce moment-là, tu n'as pas de bureau. Donc en fait, c'est juste un cookie, tu fais des factures. Bah, le problème, tu n'as pas de sortir de l'argent, parce que sinon ils prennent 45%, je crois, j'ai vu. Et puis en fait, sur ta filiale, sur laquelle tu n'as pas de coût, tu prends 35% d'impôts sur le bénéfice que tu as fait. Donc en fait, tu génères 10 millions de revenus, sur lesquels tu fais moins 2 de marge, et ils te prennent 3 d'impôts. C'est pas très optimal. Et en fait, tu as plein de trucs comme ça, dont tu n'as pas forcément conscience au début, surtout il faut tailler extrêmement vite.
Et donc même quand on a parfois conscience, t'as pas forcément le temps de le gérer. Le forex, par exemple, c'est un vrai sujet. Moi, quand le dollar il sniffe du mauvais côté, je perds 3 millions d'argent. Enfin, je perds beaucoup d'argent, quoi. Donc au début, tu peux pas t'en occuper, t'as pas le temps. Et donc tout est un peu dodgy. Mais si les décisions sont plus ou moins bien faites, t'as un truc suffisamment malgré tout solide pour avancer. Et puis au fur et à mesure, tu gères les sujets un par un, quoi. Voilà. Tu nous disais tout à l'heure que assez rapidement, post-lancement de Miro, tu es donc allé pitcher et tu as convaincu en fait des investisseurs de t'accompagner. Puis tu en as convaincu ensuite de plus en plus. Quel rôle ils ont joué en fait ces fonds vraiment dans les premiers mois de Miro, de la société? C'est filmé. C'est vraiment incroyable ce qu'on a vécu ensemble. On va peut-être couper. C'est une expérience vraiment. Écoute, un fonds. Faut pas se mentir, ça sert principalement à donner des fonds. Bon. Tu te retrouves avec un board, des gens qui ont 20 boards à côté ou 15 boards à côté, 10 boards à côté, ça dépend, dont leur métier c'est de trouver d'autres entreprises, donc ils font 48 500 trucs en même temps, et qui par ailleurs, la très large majorité du temps, n'ont jamais monté une boîte. Donc c'est pas forcément là que tu tires le plus grand nombre d'avis que tu vas utiliser. Il y a un intérêt néanmoins, c'est qu'il faut que tu reportes, et le fait de reporter fait que tu es obligé de faire les choses parfois plus proprement que ce que tu aurais fait si tu n'avais pas le temps. Donc tu as un peu tous les trimestres un truc qui tombe, tu as ton board, faut faire ton board, quoi. Donc une semaine avant, tu passes la semaine à faire ça. Et en faisant ça, tu montes des chiffres et tu te rends compte qu'on a pas temps de mettre ça, du coup, c'est quoi? Et donc ça t'aide un petit peu là-dessus, mais c'est pas forcément le board en lui-même qui va te donner des feedbacks, c'est plutôt toi qui, pour présenter un truc et ne pas avoir l'air d'un clochard, te force à rentrer sur plein de petits sujets que tu n'aurais pas forcément traités. Donc ça a ce vrai avantage. Après, un fonds, ça t'aide à recruter. D'abord, quand tu fais une levée de fonds de plus en plus importante, ça te crée de l'inbound. Donc au début, tu galères à trouver des gens bons parce que personne te connaît. Et au bout d'un moment, avec juste l'aspect PR, tu as plein de gens qui postulent et qui sont vraiment, vraiment bien. Ça, c'est cool. Et après, les fonds, dans le secteur tech, quand quelqu'un sort d'une boîte et cherche à aller quelque part, le premier réflexe qu'il a, c'est d'envoyer un mail au fond. C'est-à-dire que les fonds voient tous les bons profils et tous les bons CV passés, et donc ils te les forwardent. Et donc en recrutement sur les personnes importantes, c'est vraiment utile. Après, sur la gestion de ta boîte, chacun son métier, quoi. Voilà. On a fini cette première partie sur les débuts de Miro. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport vraiment au début de Miro, hein? Donc là, on est vraiment sur les premiers mois. Est-ce qu'il y avait des premières questions ou pas pour Thomas? Ouais, moi j'ai une question sur le début, donc effectivement j'en profite. J'ai du mal à me représenter comment on peut gérer une première start-up et une deuxième en même temps, la gérer opérationnellement, essayer de la faire grandir, même si elle fait que 500 000 euros de chiffre, il faut quand même la gérer, et puis en même temps préparer Miro, créer la croissance là-dessus, et tout en gérant à côté. Ça me paraît très compliqué. Ouais. Alors ça, les débuts c'était un peu rock'n'roll, hein. J'ai pas passé de très bonne... Bon, faut pas avoir une copine, quoi, c'est compliqué. Ouais, tu dors au bureau en fait, hein. Mais d'abord, si tu es bien entouré, en réalité, tu peux là, je suis encore président, enfin, j'ai pas mal de boards à côté, enfin, je siège à pas mal de boards, et je suis encore président de mes autres boîtes, hein, donc ça me prend encore du temps. Si tu es entouré des bonnes personnes, c'est plus toi qui concrètement fait. Tu vois, j'ai pas mis les mains dans un Excel, dans un PowerPoint depuis vraiment très longtemps. Je ne sais plus faire un Excel en fait, hein, pour être franc. Je sais les lire, mais alors les faire. Donc surtout qu'en plus ça change tout le temps de version. Enfin, c'est chiant, quoi. Les raccourcis qui changent. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est comme un partenaire dans un cabinet de conseil versus le head of ou le project manager ou le stagiaire. Le partenaire, il te fait il juste regarde les trucs passer, il voit que tu as ton PowerPoint qui ressemble pas à grand chose, ou que c'est pas logique, ou le client va pas comprendre, et lui il met les coups de pinceau qui font que ça fonctionne. C'est pas lui qui fait. Donc si tu es bien entouré, tu peux faire quand même énormément de choses, hein. En vrai, tu peux gérer plusieurs boîtes en même temps si les mecs sont vraiment solides. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le problème, c'est qu'au début, les mecs sont pas vraiment solides au début, donc c'est ça le problème. Donc tu fais des journées un peu longues, pas vraiment de réponse. Après quand t'as pas le temps, tu mets de côté les trucs. Je vais donner un exemple. En 2016, j'ai fait ma première année sur Miro, je crois que j'ai fait 600 000 euros de chiffre, je crois. Ce qui est bien, quand tu commences quasiment à zéro, ça fait une moyenne qui est pas dégueulasse, ça veut dire que tu finis quand même sur des beaux chiffres. Mais j'ai encaissé sur les 600 000, je crois, 40 000 euros.
parce que j'avais embauché quelqu'un qui avait pas la... Bon. Et qui, en fait, les factures étaient fausses. Puis du coup, on recouvrait pas le cash. Puis la plateforme marchait pas. Et puis bref, et du coup, en fait, plutôt que de me focaliser là-dessus et d'aller récupérer de l'argent qu'on me devait, ce qui m'aurait pris un temps fou, j'ai laissé les gens pas me payer. Parce que mon sujet à moi, c'était de faire du revenu. Donc ça, le cash et le revenu, ça n'a rien à voir. Donc c'était du vrai revenu. Pour prouver à des fonds que j'étais bon et qu'il fallait mettre de l'argent. Mais du coup, je me suis assis sur 90% de l'argent. Ce qui est étonnant. Il y a plein de gens qui auraient fait un autre choix. Si j'avais été probablement full-time dessus en première année, j'aurais pris le temps de rentrer sur le sujet de la facturation, de comprendre pourquoi c'était faux, pourquoi la plateforme déconnait, etc. Donc tu fais des choix. Ce qu'il faut, c'est faire les bons choix. C'est un peu ça. Mais je ne recommanderais pas de faire plusieurs boîtes en même temps, objectivement. Après, moi, j'avais pas le choix, je me payais pas. Hein, j'étais barman, du coup, à côté. Donc j'étais barman la nuit et je travaillais sur les deux boîtes en même temps en journée, je me payais pas. Donc tu fais avec, hein. En vrai. Mais encore une fois, si tu prends des bonnes décisions et que tu as envie de travailler, je trouve, quand tu regardes des trucs comme ça, les montants levés, etc., ça paraît absolument exceptionnel. Quand tu le vis au quotidien, tu n'as pas l'impression d'être un génie. Hein. Tu as l'impression d'avoir pris des bonnes décisions au bon moment, mais bon. Puis tu fais énormément de conneries. Je peux raconter 40 trucs absurdes que j'ai fait, parce que sur le moment, avec les informations que tu as et ta compétence qui est encore semi-développée, ça fait sens, concrètement. Le tout, c'est de pas faire de trop grosses bêtises. Donc il faut faire des bêtises modérées, et quand tu fais des bêtises, il faut s'arrêter tout de suite, quoi. Le plus gros, je le dis souvent ça, mais le plus grosse erreur, tu vois, de gens qui montent des boîtes ou des projets en interne, c'est genre un software qui va faire, je sais pas, du mute de micro, qui va faire du software RH par exemple, c'est dire putain, mais pour que ça marche, il faut ces 5 features là, j'en ai que 2, puis ça fait 1 an et demi qu'il est dessus, et il se bat toujours sur la prochaine feature, tout le monde s'en fout de son truc, et en fait il passe 4 ans de sa vie là-dessus et il arrête, puisqu'il a pas su prendre la bonne décision. T'as un peu d'affect sur un projet, et c'est ça les vraies erreurs. Tu lances un truc, t'es 8 personnes dessus en interne, tout le monde y met énormément d'énergie, puis ça traîne, et puis il se passe jamais rien, et bon. Donc c'est le vrai danger est là. Faut savoir s'arrêter sur une petite décision comme ça, autant que sur une boîte. Si tu sais faire ça, tu peux planter 4 boîtes de suite assez rapidement, et puis c'est la 5e qui marchera, quoi. D'ailleurs, la plupart des mecs qui ont monté Slack, c'est une très belle boîte, ils en ont planté beaucoup avant. Donc c'est pas que t'es mauvais, c'est que potentiellement t'es pas encore compétent sur le sujet, c'est possible. Tu sais pas gérer les développeurs, j'en sais rien. Que en fait c'est une mauvaise idée, tout simplement, ou que tu as un marché qui est trop petit, peu importe, ça veut dire que t'es mauvais, tant que tu le vois rapidement. Et donc tu peux faire quand même pas mal de choses en même temps. J'ai monté en vrai plus de boîtes que ça. Hein. J'ai monté du coup après la première boîte qui s'appelait Credis, qui était une mauvaise idée. J'ai monté une boîte qui s'appelle Digi, qui fait du conseil du coup. On est à peu près à 80 personnes aujourd'hui. J'ai monté une boîte d'antivol de moto connectée, que j'ai encore maintenant. Puis Miro à ce moment-là, donc j'avais 3 boîtes en même temps. C'était dur, pas te mentir. Mais j'ai entre-temps essayé une boîte qui s'appelait Wask, qui faisait du yes, no. Bref, bon, peu importe. Un truc qui ressemble entre Tinder et Instagram, si tu veux. Où là en fait j'étais très peu dessus, j'avais pas le temps et j'étais avec 2 personnes que je salue qui avaient jamais fait de web et je pouvais pas m'imposer parce que j'avais pas le temps et bon, le truc a pas marché. Et en fait c'est plein de trucs, tu vois. Et au bout d'un moment tu essayes un truc qui est particulièrement intéressant comparé à 2-3 projets que tu as eu en tête récemment. Tu commences, tu prends quelques stagiaires, ça fonctionne, et puis là tu shifts entre 100% de mon temps après sur 2 autres boîtes à progressivement Miro et tu fais les choses à moitié, mais suffisamment bien à moitié pour que ça marche. Bon, il vaut mieux faire une boîte de... La plupart des gens qui ont une boîte, ils travaillent à côté. Hein. Bon, t'as la beauté du chômage maintenant, tu peux faire semblant de te faire virer pour... Ça, faut y aller. Mais quand tu fais pas ça, tu travailles encore là où t'es, en banque, en conseil, chez Groupon, peu importe. Et tu montes ça le week-end, le soir, et en fait, tu arrives très bien. Donc c'est bien la preuve que tu peux faire ça, quoi. Ouais. Si j'articule pas, n'hésitez pas à me le dire. Je parle un peu vite. Salut. À quel moment tu t'es rendu compte que ça allait devenir un gros truc et que tu avais besoin de lever des fonds est-ce que tu as attendu d'avoir besoin de lever des fonds ou est-ce que tu savais dès le début que ça allait être voilà. Parce qu'en fait, tu dis que ça a été très très rapide, oui. Mais on me dit que les levées de fonds, ça prend quand même un petit peu de temps. Parce que au bout de 9 mois, tu avais déjà levé 400 000 euros. Non, une levée de fonds, ça prend... Le fonds de 400 000, pour l'histoire, j'avais levé 1,2 million. J'étais passé par des groupes de business angels qui étaient nuls. Du coup, je m'étais rendu compte que j'allais me taper des mecs qui comprenaient rien pendant longtemps. Donc, au moment de signer la LOI, la term sheet, je n'ai pas signé. Donc, on était 8 ou 10 autour de la table et j'ai pas signé, ce qui était un peu choquant pour eux. Surtout qu'au bout de 6 mois, lever 1,2 million, il y a 4 ans, c'était n'importe quoi. Donc, c'était dur et il me restait 2 semaines de cash. Donc, j'ai pas payé les gens pendant 2 mois.
Donc c'est une décision qui était compliquée. Et je suis allé relever en réalité de l'argent en 3-4 semaines auprès de Business Angel, beaucoup plus stylé, qui vient du web, donc c'était un peu plus simple. En vrai, ça a pris 3-4 semaines. Une levée de fonds en seed maintenant, si tu sais le faire, c'est assez rapide, parce qu'il y a beaucoup trop d'argent. Il y a des raisons, il y a plein de raisons pour expliquer pourquoi il y a plein d'argent, on peut en parler, mais il y a plein d'argent. Donc en vrai, c'est assez rapide. Et plus le temps passe, plus les montants sont élevés, plus ça prend plus de temps, parce qu'au début, tu fais seulement de faire un PowerPoint, en série C pour les 200 millions et quelques. Bon, c'est un vrai PowerPoint, quoi. C'est 150 slides de chiffres dans tous les sens, et c'est un peu plus sérieux. Mais en réalité, une levée de fonds, ça se fait en 3 mois. Hein. C'est pas très long. Ce qui est compliqué en levée de fonds, surtout en série C, j'étais vraiment bien équipé, mais jusqu'en série B, j'étais encore vraiment hands-on sur tous les sujets de la boîte. Et du coup, il faut que tu fasses ta levée de fonds pendant que tu gères la boîte, sachant que tu fais 8 meetings par jour d'1 heure, où tu répètes la même chose. Donc ça, c'est très très physique. Enfin, c'est vraiment compliqué, ça. Et puis en plus, c'est hyper intense, c'est hyper stressant, mais c'est hyper motivant, hyper excitant aussi. Mais c'est assez rapide. Si t'es bon. Il y en a qui mettent 2 ans. Il y a une dernière question pour cette partie, juste devant. Bonsoir, je vais continuer sur le sujet de la levée de fonds. Donc, j'aimerais bien savoir un peu plus quels sont les critères les plus importants pour sécuriser un investissement auprès des investisseurs. Et à votre avis, est-ce que vous avez des conseils pour une start-up qui est en train de préparer pour une levée de fonds? Alors il y a 2 types de boîtes qui lèvent des fonds. T'as 2 types de CEO plutôt. T'as des mecs qui sont très très tech, proches de l'autisme si tu veux, mais qui ont un très beau produit, un software, une vraie tech, et c'est ce qu'on cherche comme profil. Et en fait ils sont nuls en levée de fonds, mais comme il y a des beaux chiffres, qu'on connaît le sujet, c'est un software, on connaît les métriques, il y a une belle croissance, ça fait des grosses marges, etc. Même en étant très très nul, tu lèves de très beaux trucs. Et t'as le deuxième type qui est un peu moins tech au début. Surtout quand tu vas lever beaucoup d'argent, donc tu lèves plus que ce que tu devrais lever. Tu demandes 15, tu pourrais demander 5, tu as demandé 15 toi. Et là, il faut être un bon pitcher. Donc il faut savoir rassurer tout en vendant un rêve hyper lointain, sans avoir l'air complètement fou. Et donc là, en fait, c'est un profil vendeur. Il faut être un bon vendeur. Le deck est hyper important, le design du deck. Le deck, c'est le PowerPoint dont tu te sers. Le design du deck est ultra important, c'est la première image de marque de ta boîte. Moi, j'en reçois des decks de levée de fonds toute la journée. 3/4 des decks, c'est une espèce de PowerPoint, encore une fois, BCG style, ultra immonde, avec des camemberts partout. Et là, tu reçois ça, tu sais que le mec n'est pas du tout dans la tech. Et donc, en fait, tu le sais, en fait, tu l'ouvres et tu fermes et tu next. Parce que tu sais que le mec, concrètement, c'est sa première boîte. Et bon, bref. Donc, la partie design est très importante. Et après, il faut connaître les mots-clés, quoi. Il faut savoir c'est quoi le CAC, le LTV, les ratios, les machins. Il faut parler avec ce langage-là. Et si tout ça s'aligne bien, tu peux faire des levées de fonds, surtout en premier tour, en seed, jusqu'à 1 million, 1,5 million maintenant. Tu peux lever 1 million en 3 semaines. Hein. C'est vraiment très rapide. Parce qu'il y a trop d'argent et qu'il faut le mettre quelque part. Donc dès qu'il y a un mec qui est bon avec un projet qui est bien, la plupart des levées de fonds en business angel maintenant, donc les mecs qui mettent entre 50 et 100K, on voit pas les gens. Hein. C'est soit un pote qui te dit faut que tu rentres, soit tu as un coup de fil d'1 quart d'heure et tu mets 100K. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de beaux projets, mais qu'il y a beaucoup d'argent, ça va assez vite. Voilà. Mais donc il faut connaître le langage tech. J'ai un ami à moi là, de l'EM d'ailleurs, Alexis Blaise, pour ceux qui connaissent, qui part de JP Morgan pour monter une boîte, c'est courageux, 32 ans. Ouais, c'est un petit peu... Tu crois qu'il faut que je fasse ça comme ça? Ouais, ok. Et typiquement, donc il me pitch son projet avec ses amis, et les premières presses qu'il m'a faites, le langage n'est pas là. Et en fait, moi, je l'écoute et je le vois. Donc je sais qu'en fait, voilà, il va mettre business plan, acquisition Facebook, 100 000 euros. Et donc concrètement, si tu veux des fonds, il faut que tu aies un beau deck, tu connaisses le secteur. Ça s'apprend. Tu vois, il y a vraiment des mots-clés, des ratios qu'il faut connaître. Il faut connaître les comparables. Si tu fais un software, c'est quoi la valeur d'un software? C'est quoi les 5 autres levées qu'il y a eu? Pourquoi? Comment? Si tu maîtrises ce jeu, parce que c'est une sorte de jeu, tu peux vendre beaucoup de choses rapidement à des belles valos. Voilà, donc mon conseil, c'est qu'il faut que tu connaisses le secteur. Le CAC, c'est le coût d'acquisition, et la LTV, c'est la lifetime value. Ce que les investisseurs regardent en priorité dans n'importe quelle boîte, c'est le ratio CAC sur LTV. Et donc, c'est combien te coûte un client à l'acquisition versus combien il te rapporte sur le long terme. Et donc, on va regarder
ton client, combien de temps il reste, 6 mois ou 4 ans. Donc en fait, il faut que tu mesures ton churn. Ton churn, c'est donc un client, est-ce qu'il part, c'est ton taux de départ de tes clients en anglais. Et donc, tu fais un CAC sur la LTV en prenant en compte le churn, et ça te donne un ratio entre 1 et 10. 10, t'es une star, 1, t'es pourri. Et donc, ça, il faut le connaître, il ne faut pas être surpris sur la question, il faut en parler avant. Si tu l'as pas, tu le dis en mode bon, le CAC sur la LTV, je l'ai pas, mais putain, tu donnes l'impression de connaître le truc par cœur, même si tu n'as pas la réponse, c'est un peu ça. Donc, c'est de la vente. Mais c'est de la vente en connaissant les sujets. C'est ça qui fait que tu lèves des fonds facilement. C'est une longue réponse, hein, mais parce que. Merci. Alors, on va faire une courte pause avec le Fast and Curious de Sam, qui a des petites questions à te poser, Thomas. Oui. Hop. Merci Roxane. Donc, c'est 2 questions et je réponds à Thomas, ouais. c'est ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Fast and Curious Culture Combini, c'est une question, 2 choix de réponse. Et le principe, c'est d'aller le plus rapidement possible, mais évidemment, tu peux répondre à côté, si tu veux. Alors, première question, va falloir choisir une équipe. Parce que dans le monde de la photo, c'est soit Nikon, soit Canon. Canon. Très bien. Comme ça, tous les photographes Nikon le savent. Deuxième question, donc... Vous êtes plutôt parisien, implanté à Paris, mais Silicon Valley ou Silicon Sentier? Sentier. Cette fois, on revient un peu plus dans le M, plutôt Open Innovation ou Open Bar? Open Bar, que je continue à faire d'ailleurs, mais faut pas. Bref. J'ai une culture très festive et on fait des bons jeudis. On commence à aborder un sujet un peu plus tendancieux, un peu plus de fond, salarié ou freelance? Ça dépend pourquoi. Je dirais freelance. Licorne ou CAC 40? Licorne. Alors je crois qu'on le voit un peu, mais plutôt style jean basket au bureau ou cravate costume? Le cravate costume est interdit au bureau. Tout simplement. Il y a 2 grands concurrents sur le web, plutôt YouTube ou plutôt Twitch? Je me suis mis à Twitch récemment, c'est stylé. Je dirais Twitch. 2 teams encore une fois, chez les entrepreneurs cette fois, plutôt Zuckerberg ou plutôt Elon Musk? Ah, Elon Musk, 150 000 fois. Et là, on part sur 2 de tes produits, plutôt photo ou plutôt vidéo? Photo. On va expliquer pourquoi. Avec plaisir. Et dernière question, on est un peu dans la même thématique cette fois, on revient un peu plus à l'EM, after work ou after party? Les 2. Bah, merci beaucoup pour cet entracte. Ouais. Bon, je précise qu'on avait un PowerPoint, mais on a un peu foiré sur la présentation. Donc la prochaine fois, on sera aussi bon que Combini. La caméra, ouais. Alors on va parler en fait de la deuxième partie. Et la deuxième partie en fait plus sur aujourd'hui la croissance de Miro. Alors on a vu Revolut là qui vient de lever 500 millions. Oui. On a vu Flixbus qui a levé 500 millions. Oui, j'arrive. On était habitué à voir des levées extraordinaires en fait à l'étranger, beaucoup moins en France, ou en tout cas beaucoup moins de ce niveau-là. Et en fait, quand tu as levé 200, ça a été un peu un coup de tonnerre dans le monde des startups. Je ne sais pas combien de textos j'ai reçus en disant il a levé 200, il a levé 200. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette levée assez incroyable? Et aussi, il y a une question en fait sur le montant de la levée, parce que beaucoup ont dit c'est 200, mais c'est de la dette. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Ah, il y a beaucoup de n'importe quoi sur tout ça. Hein. C'est assez terrible. Il faut surtout pas lire les journaux. J'ai même lu récemment que je faisais 1 milliard de chiffre d'affaires. Ça, c'est bon. Parce que ça, faut le chercher quand même, le milliard de chiffre. Tu veux que je te raconte quoi exactement? Entre comment tu arrives à ces 200 millions et comment tu les structures et pourquoi 200 millions et un peu c'est quoi les différentes étapes pour y arriver. Et le jour où tu apprends que tu as closé les 200 millions, tu te sens comment? D'abord, il y a plus d'argent en France qu'avant. J'ai vu dans les Échos ce matin que pour prendre le même pourcentage dans une boîte, entre 2010 et 2020, un investisseur achète 35 fois plus cher qu'avant. Donc, tu vois que les valos ont monté.
Il y a plus d'argent. Très honnêtement, je suis parfois assez critique du rôle de l'État. Il a fait un excellentissime travail sur le sujet tech, l'État. Il a commencé avec Hollande et avec Macron maintenant, sur la démocratisation de ce que c'est qu'une start-up, etc. Je vais dire un truc un peu marrant, mais c'est très très vrai. Moi j'étais du coup barman il y a 5-6 ans. En boîte de nuit, être entrepreneur, c'était pas du tout stylé, tu vois. Il fallait être banquier, machin, etc. Alors que maintenant, c'est devenu vraiment stylé de dire. Et en fait, c'est-à-dire que dans l'écosystème, dans le mindset des gens, monter une boîte, c'est devenu vraiment cool. Il y a 5 ans, tes parents n'étaient pas très chauds, tes potes n'étaient pas très chauds, personne n'était vraiment très chaud. Et donc, il fallait aller en conseil. Quand tu sors d'école de commerce, en marketing, en ressources humaines, bref. Et donc, il y a eu un vrai changement d'environnement. C'est le fruit de plein de choses, mais notamment de la BPI, notamment qui a mis des milliards d'euros dans la tech, qui a donc facilité la création d'entreprises. Notamment le label French Tech, etc. Il y a beaucoup d'argent investi, c'est vraiment, l'État a vraiment fait un truc très solide là-dessus. Et donc, on a commencé à avoir des boîtes avec un peu plus d'ambition qui sont montées. On peut en citer pas mal aujourd'hui qu'on va connaître si vous suivez le secteur, les Alan, des PFI, des Aircall, etc. Des types d'entrepreneurs qui n'existaient pas du tout il y a 5 ans. Il y a 5 ans, quand tu montais une boîte, c'était systématiquement petit, quoi. Voilà. Donc le mindset a pas mal changé et on a envie de faire très gros, très vite. Tout le monde te pousse à faire très vite. Tu as envie, il y a un mindset qui a changé. En 5 ans, c'est vraiment rapide. Alors qu'aux États-Unis, ça fait 25 ans qu'ils se lèvent le matin pour faire la plus grosse levée de fonds de la planète. Donc ça a pas mal changé. Moi, de mon côté, j'ai un état d'esprit assez ambitieux de base. Et j'ai vu qu'il y avait un gros marché, donc je voulais aller très très vite, très fort. Sur la levée de 230 millions de dollars. Comment ça s'est fait? Je voulais pas lever ça à la base. Je voulais lever 150. Et puis, tu parles j'ai vu 50 VC en tout, entre États-Unis et Europe. Puis tu te rends compte que les mecs ils kiffent vraiment. Donc tu dis, ouais, on va monter un peu les enchères. Et ça se fait un peu au flair. De toute façon, il n'y a pas de valo. On a fait des cours d'éval à l'EM, mais il n'y a pas de DCF, tout ça. Hein. Il y a 2 personnes assises en face. Il y en a un qui dit, je veux acheter tant pour X, l'autre tant pour Y, et c'est celui qui est le plus convaincant. Et donc en fait, les valos changent au moment de la signature. Un jour avant, tu as une valo qui peut faire plus 10%, etc. C'est vraiment de la négociation. Il faut que le VC ait l'impression. Tu rentres sur une valeur, mettons, d'1 milliard, il faut qu'il ait l'impression qu'il puisse sortir sur une valeur de 5 milliards en horizon 5 ans. Donc il regarde encore une fois le marché, tes métriques, et il se dit ok, c'est possible. Si ça a l'air complètement fou, il te dit no go. J'ai plein de fonds qui ont voulu rentrer dans le Miro, mais la valo pour eux était trop élevée, par exemple. Et donc tu pars en roadshow et tu fais fluctuer un peu la valeur du tour que tu veux ou la valeur de la boîte en fonction de l'intérêt. Au bout d'un moment, tu seras les term sheets, donc tu vas avoir 5 fonds qui bident. Et puis là, c'est quand même parti pour le jeu à la souris. Tu appelles l'un, tu dis alors lui m'a bidé tant. De toute façon, ils parleront pas, donc ils savent pas trop si c'est vrai ou faux. Puis tu appelles le voisin, tu dis 13 jours pour. Et donc c'est de la vente, quoi. C'est vraiment de la vente, c'est de la vente assez high level, c'est hyper passionnant. Mais au final, ça se fait comme ça. Hyper stressant. Pas stressant dans le sens. C'est stressé, mais dans le sens ça te prend la tête matin et soir, quand tu dors plus, t'as vraiment un truc dans la tête qui te passionne concrètement quand tu dors plus. Après quand tu l'apprends, c'est pas comme quand tu fais du sport, je sais pas, tu fais un 100 mètres, t'arrives premier au JO, puis là tu pleures de joie, parce qu'en fait tu le vois venir le truc. Donc, en fait quand tu le signes, bon, ça fait déjà quelques temps que tu sais que tu vas signer, donc en fait c'est un peu plus diffus comme expression de joie si tu veux. Après c'est satisfaisant pour 2 raisons, à titre perso c'est toujours satisfaisant, donc les gens vont le dire ou pas, mais en vrai, en termes d'ego, c'est cool. Tu te prends des fleurs un peu dans la tête, t'es content, mais c'est vrai. Et 2, pour ta boîte, tu te dis, j'ai ce qu'il faut pour aller la cartonner. Ça va peut-être pas réussir, hein. La boîte, elle peut très bien planter dans 3 ans. Enfin, tu vois, encore en venture, il y a 1000 façons que ça se plante, là, vraiment. On va essayer que non. Mais tu te dis, bon, en tout cas, j'ai fait le taf là-dessus, j'ai le cash pour aller loin, si le marché le permet, si je suis bon, si on est bon, etc., quoi. Donc c'est hyper satisfaisant. Après, tu as aussi un board qui devient beaucoup plus board. Mon dernier board, c'est il y a 10 jours, ça a duré 5 heures, ils étaient 15 à 16 dans la salle, j'ai 100 slides de chiffres derrière, c'est un vrai conseil d'administration, quoi. Tu deviens vraiment PDG si tu veux. Avant, tu es bon. Donc pas mal de choses changent. Donc c'est un autre métier, tu as d'autres types de stress, c'est fait pour certaines personnes, pas pour d'autres. Il y en a qui sont extrêmement bons pour lancer des projets, des boîtes, et à partir de 50-100, c'est plus trop leur truc. D'autres, c'est des génies pour gérer des boîtes CAC 40, pour reprendre la question qu'on m'a posée. Mais je prends le PDG de Total, s'il vient chez Miro, je pense qu'il est nul.
Bon, moi, si je prends la direction de Total, je suis peut-être vraiment extrêmement nul, ou pas, j'en sais rien. Et donc, il faut réussir à suivre. Des mecs comme Chesky, Zuckerberg, etc., qui, Day One, était très très fort. Chesky, c'est le CEO d'Airbnb, et qui, 10 ans après, sont toujours aussi forts. C'est pas si fréquent que ça. Donc, moi, j'espère l'être, mais peut-être qu'en fait, dans 2 ans, je me rendrai compte que je suis moins bon quand on fait 300 millions de chiffres, quand on en fait 10. On verra, j'espère pas. Mais... Donc, il y a quand même plein de choses qui changent. Donc, c'est à la fois très excitant, et à la fois, tu prends des citernes de problèmes dans la tête. Hein. Bon, voilà. Plus de gens, tu rentres dans la loi des grands nombres. Donc, quand tu approches des 1000 personnes, tu vas avoir 1% de problèmes de harcèlement sexuel, tu vas avoir 1% de... J'ai été en quarantaine pour le coronavirus, tu vas avoir 1% de... Je sais pas, bref, quand tu es dans tous les pays du monde, tu as toujours un problème, une guerre, une révolte, du coup ton chiffre il prend moins 10%, parce que tu n'as pas prévu qu'au Brésil il y avait un truc. Donc tu as plein d'autres problèmes qui rentrent en jeu. Et donc c'est un autre type de boîte, mais c'est toujours aussi passionnant si tu as envie de faire ça, quoi. Alors, il y a un truc qui est assez impressionnant, c'est quand tu discutes avec des fonds, ils sont tous impressionnés par tes qualités de pitcher, de façon unanime. Ouais. Voilà, qui t'aiment ou qui t'aiment pas, ils disent tous le mec est vraiment impressionnant. En quoi tu penses vraiment être impressionnant et en quoi, en fait, tu as des qualités qui sont différentes des autres pour lever ce type d'argent-là? Bah, disons que quand tu vas chercher des très 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 grosses levées, c'est quand même beaucoup d'argent, avec très très grosses valos, c'est quand même une valeur un peu lunaire. Ça veut dire que pour le même chiffre que ton concurrent, tu arrives d'une certaine façon à lever 3 fois plus, si tu veux. J'avais un concurrent à l'époque, en série A, on faisait les mêmes chiffres, hein, quelque chose près, qui s'appelait WeFlash, il m'appelait Miro. Quand j'avais levé 18 millions de dollars, lui il avait levé 2,1 millions de dollars, je crois. On faisait exactement les mêmes chiffres. Et donc en fait, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut que tu sois bon en pitch. Ça s'explique pas. Il y en a qui sont très bons en opération, donc c'est des génies de la tech. D'autres, c'est des très bons vendeurs. On peut pas le devenir, je pense, comme ça. Je pense que c'est un peu naturel. C'est vrai que je suis assez doué là-dessus, de base. Je suis très nul sur plein d'autres trucs, hein, pas de panique. Et donc, quand tu es nul sur les trucs, il faut déléguer complètement. Et quand tu es très bon, bah, tu prends tout toi. Donc, la levée de fonds, je la fais. Bon, en série C, il y a tout un comité avec moi, mais je la fais principalement tout seul. Enfin, en tout cas, je suis très très hands-on, je fais tous les pitchs, etc. Je sais pas, c'est un mélange d'énergie, il faut que tu arrives à embarquer des gens sur un rêve. Quand tu achètes une valeur de, je sais pas, 1 milliard, alors que tu devrais en valoir 600 si tu veux, n'importe quoi, les mecs ils payent 2 fois ton truc. Ça veut dire, il faut que les mecs ils aient le fear of missing out, le FOMO là. Donc il faut les mettre en compétition de façon un peu smart sans qu'ils se parlent. 2, qu'ils se disent si je rate cette boîte, je me pends. 3, qu'ils adhèrent du coup au global, au rêve, à toi, à la mission, à la boîte, à l'équipe. Et donc tu joues un peu sur tout ça en même temps. Et donc il y en a qui le font très très mal, d'autres qui le font très bien. C'est vrai que sur ce sujet-là, sur la partie levée de fonds, je suis pas mal. Alors, il y a eu la phase de levée de fonds, il y a eu énormément d'articles en fait là-dessus, incroyables, sur Miro, sur l'accélération et tout. Et très vite, on est tombé dans le désamour de Miro, parce que tu as été très attaqué par la presse. Donc la question, c'est à tort ou à raison. Et l'autre truc aussi, c'est, on va parler après sur la partie prix et tout, les photographes, la précarisation des photographes. Comment tu gères ce décalage entre la précarisation des photographes et une levée absolument incroyable? À tort, pour te répondre. Bon, c'est un peu l'effet... D'abord, c'est arrivé qu'en France. Tu as lu les articles français, on a quelques milliers d'articles qui parlent de nous, il y en a une vingtaine bien pourris. C'est que en France, il faut vraiment se rendre compte de ça. La France, ça représente aujourd'hui 5% de mon chiffre d'affaires, donc il faut quand même remettre ça avec un peu de recul. Il y a un effet étonnant auquel je ne m'attendais pas, qui est que je suis passé de... Comme on lève beaucoup d'argent, on a tout d'un coup été vus comme des capitalistes. Et donc je suis passé moi de CEO, qui est le mot un peu gentillet pour dire tu as monté une boîte, à patron de groupe, à PDG, tout. Et donc, le langage a commencé à changer, mais c'est flagrant. Hein, du coup, et ça a un sens derrière. Quand tu dis le patron ou le PDG, c'est beaucoup plus dur. Tu emploies le mot groupe, alors qu'avant c'est start-up. Bon. Et effectivement, 2 raisons. La première raison, je comprends pas. C'est un peu de bashing. Il y a quelques articles qui sont sortis, donc je comprends pas forcément même l'intérêt. On se demande s'ils n'ont pas juste envie qu'on arrête, alors qu'on embauche quand même plein de gens. On comprend pas trop. En revanche, il y a une autre partie qui est une inquiétude sur le monde de la photographie. Ça, par contre, c'est tout à fait normal. Et donc là, tu tentes d'y répondre. Le problème, c'est que c'est compliqué de répondre. T'as Libération qui t'appelle.
tu parles 1h30, ils font un article de 100 lignes, ils reprennent 4 mots, et puis en fait il n'a pas changé son article de ce qu'il avait écrit avant de t'appeler. Il voulait faire son truc, il a fait son truc. Donc c'est pas évident de répondre, t'as pas beaucoup d'espace, même si tu prends des RP en interne, etc., c'est pas facile. Le droit de réponse, c'est pas évident. Et donc la photographie, c'est un métier qui a été disrupté plusieurs fois. Il y a eu l'avènement de... C'est des mecs qui faisaient payer 3 000 € la semaine pour faire des reportages sur des magazines prestigieux. T'as eu l'avènement du numérique, l'appareil numérique qui fait que tout le monde est un peu devenu... je suis sûr qu'on est plein dans cette salle à avoir des beaux appareils photo. Et donc on a eu un accès à la photographie et au knowledge derrière la photographie bien meilleur maintenant depuis 25 ans qu'auparavant. Et après il y a eu l'événement du téléphone portable, Instagram, etc. Et, avec le téléphone portable, on peut faire des belles photos maintenant quand même. Et là il y a Miro qui se pointe. Et donc le photographe qui a vu son revenu concrètement pas mal baissé en 25 ans, notamment de la personne plus âgée, 55 ans, il voit arriver le truc, il voit que mes prix ont baissé, et tu as des amalgames qui sont faits, on confond les choux et les carottes, on parle de prix de la prestation, on parlait de taux horaire qui n'a pas bougé, etc., etc. Et donc ça stresse un peu. Et donc ça c'est complètement normal. Et donc les articles sont sortis pour dire qu'on ne payait pas les droits d'auteur, et plein de choses comme ça. Et souvent très 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 fausses. Des trucs que tu dis, tu sais pas d'où ça sort, des chiffres inventés, qu'on est payé 3 € de l'heure, des trucs hyper bizarres. Et donc tu tentes de répondre, c'est assez compliqué. Je crois que c'est le lot de toutes les boîtes qui innovent sur un secteur et qui ont la chance de marcher, ou en tout cas de donner l'impression que ça marche. Ça dérange un peu. Tu prends Spotify, ils ont pas eu des jours très heureux pour prendre des plateformes qui maintenant fonctionnent très bien. Tu as plus la moitié de si je dis pas de bêtises, tu as maintenant plus de la moitié des revenus des majors qui viennent des Spotify, Apple Music, etc. Alors qu'il y a 15 ans, c'était un drame, et les CD s'écroulaient. Bon, et donc il y a un moment, il y a le temps du changement. Nous, on apporte énormément de choses. D'abord, on ne parle pas que de la partie revenus, on apporte plein de choses à côté, dont personne ne parle. Là, il faut créer une fondation, enfin bref, on fait des trucs vraiment cool, dont personne ne parle, plus ou moins sciemment, j'ai l'impression. Et ensuite, même sur la partie revenus, en réalité, on apporte vraiment de l'extra revenu à des personnes qui en ont besoin. C'est vraiment chouette quoi, ce qu'on fait. On en compare parfois à Uber. On paye en taux horaire 4 fois plus qu'Uber. Parce qu'Uber, c'est deux choses. C'est on-demand, c'est ce qu'on fait. Mais quand les gens parlent de Uber, c'est surtout, deuxièmement, précarisation, paupérisation, parce qu'en gros, les VTC sont payés 12 € de l'heure. Et, bon. Et donc, quand on dit est-ce que vous êtes le Uber de la photo, c'est pas du tout une façon de dire business model on-demand, c'est une façon de dire vous paupérisez des gens, c'est assez vexant. Et en réalité, c'est extrêmement loin de la réalité. Et accessoirement, il n'y a pas un photographe avec qui on travaille qui a envie d'arrêter. Il n'y a pas un. Et donc, en fait, tu vas potentiellement interroger un photographe qui a 45 ans, qui sait pas vraiment ce qu'on fait, qui ne travaille pas avec nous, et qui va avoir des prix un peu en mélangeant tout, qui va dire putain, c'est un scandale, et donc tu vas avoir des libérations, de sortir un truc sans contre-réponse. Voilà, c'est un peu ennuyant. Quand tu montes une boîte, tu n'as pas du tout envie d'être vu comme un méchant, a priori, que ce soit en interne ou en externe. Donc c'est jamais très plaisant. Après, je pense que c'est un peu la rançon d'un truc qui semble marcher. Je dis bien semble marcher parce que tu peux lever des fonds et avoir une boîte toute pourrie. Donc ça, c'est vraiment juste la partie visuelle, c'est le front-end, et puis tu as le back-end derrière. Donc une boîte qui semble marcher, c'est un peu la rançon du truc, donc il faut l'accepter. C'est en interne, c'est chiant quand tu as un article qui sort et qui te défonce tous les trucs, disant n'importe quoi. Ça peut vite se propager en interne et il faut faire en sorte que les gens ne stressent pas. Ou, tu vois. Donc ça rajoute des complexités, alors qu'en fait c'est plutôt chouette. Il n'y a pas beaucoup de boîtes en France qui font des belles performances, peut-être une vingtaine qui font vraiment des très belles performances. Ou 40, mettons le Next 40, qui est le nouvel indice créé par l'État, là, pour le CAC 40 technologique. On va dire qu'il y a une quarantaine de très 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 belles boîtes et on devrait plutôt être hyper content et les pousser à grossir plus, etc. Et effectivement, il y a certains journaux qui ne sont pas hyper gentils. Et justement, en fait, sur la partie prix, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'était nécessaire de casser autant les prix ? Oui, on est rentré sur des clients qui, auparavant, ne prenaient pas de photos. Donc on n'a pas changé un marché, on a ouvert un nouveau marché. Quand vous y alliez sur Uber Eats ou Deliveroo il y a 3 ans, vous n'aviez pas de photos sur l'appli, maintenant vous en avez, c'est où et ben concrètement, ces personnes-là, on signe des contrats en millions d'euros. C'est déjà très 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 cher. Et ils ne le feraient pas si on facturait 2 fois plus. Ça, c'est une première réponse. Mais une deuxième réponse, quand vous arrivez à diviser par 4-5 le temps de travail d'une personne, il n'y a aucune raison de garder le même prix. Donc s'il facturait 200 € pour 2 heures, si le photographe prenait 200 € pour 2 heures, bah, si maintenant il travaille 1 heure, vous le payez 100 €.
c'est aussi simple que ça, concrètement. Voire en essayant de faire un peu plus pour que tout le monde soit content. Sur une marketplace, à la fin, il faut que tout le monde soit heureux. La boîte doit faire des profits, la marque doit s'y retrouver, et le photographe, dans mon cas, doit être content. Sinon, ça pose des problèmes. Et donc, tu mets le juste prix qui fait que tout le monde est content. Et bien sûr, tu es obligé. C'est des volumes qui sont astronomiques. Enfin, si je peux me permettre, si je pouvais doubler les prix, je le ferais avec grand plaisir. Hein, parce que moi, ça m'arrange, en fait. C'est ça que parfois les gens ne comprennent pas, c'est moi, si je peux doubler les prix, ça double mon revenu, enfin, je suis content. Mais il y a un marché, il y a une réalité qui fait que je fais les prix que je peux faire en fonction de coûts, je dois faire des profits, et de clients qui ne me payent pas plus que X. Voilà. D'accord. Où est-ce que tu vois aujourd'hui les plus grosses poches de croissance pour Miro? Sur quelle verticale, quelle cible? En fait, quand tu as fait la levée, tu as annoncé les B2C. A été annoncé la dernière B2C. levée, ouais. Ouais. Alors j'ai deux trucs. Moi j'ai commencé le e-commerce il y a 4-5 mois, c'est hyper compliqué parce que du coup c'est plus les mêmes supplies, il faut mettre au même endroit au même moment un styliste, un DA, pas forcément un DA, parfois un DA, un photographe, un runner qui gère le studio, tout ça au même endroit sur 2 jours en mode pop-up avec les bonnes compétences, etc. C'est beaucoup plus technique, mais ce qui est cool c'est que plus c'est compliqué, plus du coup il y a un truc à faire, parce que du coup personne ne fait. On a lancé ça récemment et le but final c'est de rentrer sur le B2C. Le B2C, c'est un autre game pour nous. Si tu ouvres le B2C juste à Paris, tu as 1 milliard de demandes différentes qui peuvent tomber sur une prise de photos. Ça peut être un portrait, ça peut être intérieur, extérieur, fond bleu. Bref, il y a énormément de choses. Ça demande d'avoir une supply avec plein de types de matos différents. Ça demande de faire côté produit sur la plateforme une commande qui se fasse pas en 25 clics, parce qu'il y a tellement de questions à poser pour avoir la réponse que voilà. C'est assez compliqué. C'est évidemment la grosse poche du marché. Et du coup, on a commencé par le mariage, qui est un secteur de la photo qui n'est pas très bien fait, parce que personne s'y est vraiment cantiné. Donc pour tous ceux qui sont mariés dans la salle, vous allez avoir reçu vos photographies 3 mois après. Le grand-père n'aura pas été photographié, ça aura été envoyé sur un WeTransfer de 53 gigas. Bon, bref. Donc il y a plein de trucs à améliorer, donc on est rentré là-dessus. Et ça, j'y crois beaucoup. Et après, la solution MyMiro, MiroDrop et Aiko, qui est la vente en SaaS de technologie, j'y crois beaucoup. Donc là, on a lancé 5 sujets. Et là, je reviens à la première question, c'est de l'entrepreneuriat. Tu lances le mariage, surtout quand c'est du B2C, ça n'a plus rien à voir. Donc il faut prendre des décisions vite, avec les bons budgets. Quand ça ne marche pas, il faut arrêter tout de suite, etc. Et donc c'est comment tu scales la création de nouveaux business, qui tu mets dessus. T'as des mecs qui sont brillants je vais garder BCG jusqu'à la fin de cette conf. Tu prends un mec de BCG, il va être brillant pour mettre des process et des opérations et gérer des trucs hyper complexes en fait. Et c'est très bien. Par contre, il faut monter un projet de mariage. Il va mettre 5 mois de faire un PowerPoint, un BP, t'as pas commencé à faire un truc. Donc c'est pas les mêmes. Donc il faut trouver les gens qui sont plus entrepreneurs. S'il y a un entrepreneur, comment tu l'incentives? Parce qu'un mec qui a un profil d'entrepreneur, ça veut dire qu'il veut de l'equity. Donc comment tu fais pour inciter l'equity par rapport aux autres d'avant, etc. Donc c'est des problèmes compliqués. Mais c'est tout aussi passionnant. Et donc pour répondre à ta question, c'est tous ces projets-là qu'on lance. Je peux pas te dire. C'est 5 gros projets. Il y en a sûrement un qui cartonnera, un qui sera vraiment bien, un qui sera moyen et 2 qui vont rater. J'imagine. En espérant que tout marche. Mais... Et je voulais aussi revenir en fait sur la partie intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que notamment tu avais annoncé la création du premier centre européen d'intelligence artificielle? La question n'est pas tellement par rapport au centre européen, c'est quelle est l'importance aujourd'hui réelle de l'intelligence artificielle dans ton business? Alors, on a besoin d'être une boîte tech 100% tech. Sinon, je pense que vous avez vu le filing de Casper aux États-Unis récemment, une boîte de matelas, ou ce qui s'est passé avec WeWork et d'autres filings en ce moment d'IPO qui déconnent un peu, c'est que c'est pas des vraies boîtes tech. Et donc quand tu files, tu donnes tes comptes sur 3 ans. Quand tu files, c'est quand tu montes ton dossier tu prends ton dossier à l'administration américaine pour faire une entrée en bourse au Nasdaq. Tout devient public, tout le monde regarde et en fait on voit que tu as un peu pipoté. Si tu regardes les comptes d'Uber, il y a des petits trucs qui passent en dessous, au-dessus, chacun fait son compte de résultat à sa façon. Et du coup, il faut être une boîte tech, c'est une plateforme qui fait que tu as le moins d'interaction humaine. C'est ça une boîte tech. Une fois qu'un client était acquis, concrètement, les photographes tournent tout seuls. En fait, on fait rien, en fait, tout tourne tout seul. Et du coup, tu peux scaler hyper vite avec des belles marges. C'est ça une boîte tech. Et là-dedans, tu as la partie editing. Et donc, tu as la partie IA.
computer vision, donc c'est de l'IA sur l'image, donc ça s'appelle du computer vision, qui est comment tu retouches une image. Hyper compliqué, parce que tu peux retoucher une image de 10 000 façons différentes, enfin d'une infinité de façons différentes, et chacun a son mot à dire. Donc tu vas livrer une photo bleue, il va dire ah, c'est trop bleu, une photo orange, c'est trop orange. Voilà. Donc on est rentré là-dessus il y a 3 ans, et c'est une des briques angulaires de la boîte. On est très 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 bon sur l'immobilier aujourd'hui, et c'est très 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 dur. Parfois on voit un avant-après, ah bah t'as juste éclairci les murs, quoi. Ouais, attends, un peu plus compliqué que ça. On commence à être vraiment pas mal sur la food, on rentre sur l'e-commerce, c'est toute problématique. Chaque fois que tu changes un truc, tu rentres sur le mariage, voilà, plus rien à voir, c'est d'ailleurs presque infaisable sur le mariage. Et donc pour nous c'est extrêmement important, c'est ce qui fait en partie la Valotech. Et donc c'est ce qui fait qu'on peut lever des fonds concrètement. Tu veux avoir une Valotech, tu as besoin de cash. Si tu veux lever de 200 millions, tu peux pas valoir 200 millions, c'est pas possible. Donc il faut que tu vales beaucoup plus. Et donc avec le même revenu, comment tu prouves que tu vaux beaucoup plus que le multiple classique les boîtes classiques, tu fais les bits x7, x10. Si tu as un débit correct, tu vaux plus ou moins une fois ton revenu, parfois 2, bref. Et donc comment tu vaux pas une fois ton revenu qui t'empêche de lever les fonds que tu veux lever, mais comment tu vaux 10 fois ton revenu. Ça passe par de l'IA. Donc ça, il faut que ça marche vite. Si ça marche pas, il faut avoir une roadmap de succès. Une road to success pour que ça fonctionne. Et donc c'est hyper important. Ma dernière question, avant de vous laisser la parole, c'est tu investis aujourd'hui dans des startups. Oui. Il y a Adrien qui est là-bas. Bonjour Adrien. Tu investis pourquoi et dans quoi? J'investis dans des boîtes tech. C'est étonnant. J'investis dans des sujets que je connais bien en général. Alors après il y a un problème de temps. Tu ne peux pas prendre trop de boards en même temps. Parce que si tu n'as pas envie de faire ce que certains fonds peuvent faire, tu vas arriver en board en étant Adrien Ménilo. Ah, pardon, mais je suis au board d'Adrien. D'accord, ok. Utip, exceptionnel. Meilleure boîte de Paris, c'est d'ailleurs de très loin mon plus gros ticket. Je ne sais plus combien j'ai mis, mais un gros ticket. Très très belle boîte, c'est sur des créateurs, ils monétisent les créateurs sur Twitch, YouTube, etc. Ça ne monétise pas très bien en ligne. Via YouTube, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Et donc concrètement, c'est plein d'outils qui permettent à un mec sur YouTube de faire avec son audience beaucoup plus de revenus. Soit tu vois des pubs, je fais ta pub. Soit tu vois des pubs. Tu peux l'embaucher pour pitcher pour toi. Tu vois des pubs. Tu fais exprès de voir des pubs pour donner 10 centimes, 15 centimes, peu importe, ça dépend des prix, aux youtubeurs par exemple. Soit il y a un petit endroit et facilement tu peux acheter des mugs avec le nom du mec, etc. pour soutenir ton youtubeur, ton twitcher, ton instagrammeur, etc. Donc c'est vraiment stylé. Donc je suis au bord du truc. Utip, U-T-I-P, je vous invite à y aller. Il vient d'ouvrir les États-Unis. Et j'ai pas eu les chiffres d'ailleurs encore. Le board, c'est pour bientôt. Et c'est vraiment intéressant comme sujet. Donc, genre de sujet, je connais un peu. Donc, c'est souvent du online, de la marketplace, etc. Et je prends quelques boards. Encore une fois, tu veux venir en board et servir à quelque chose. Tu ne sers à rien par rapport au CEO parce que tu ne connais pas les sujets. Bon, tu essaies de ne pas dire des yaka-faucons un peu absurdes. Mais il faut quand même un tout petit peu travailler le sujet, un tout petit peu être renseigné. Tu sens que tu ne sers vraiment à rien et tu n'as pas envie que le board soit une caisse d'enregistrement, si tu veux. Ou le CEO fait un one-man show, il fait semblant de poser des questions. Où tu fais semblant de donner ton avis, il fait ah très bonne idée, puis en fait il s'en fout parce qu'il a déjà pensé 43 fois avec tout le monde, il n'a pas besoin de toi quoi. Bon. Donc tu as envie d'éviter ça et donc si tu peux apporter un tout petit truc, il faut que tu connaisses un peu le sujet. Donc si tu as 10 boards en même temps, tu peux pas avoir une boîte et 10 boards. Bon. Donc premier point, je suis rentré dans quelques boards sur lesquels je pensais apporter de la valeur et sinon je rentre sur des boîtes tech qui sont souvent des marketplaces ou qui ont un fort outil, un fort objet web. Donc ça, je suis rentré sur du software, sur des secteurs que je commence à bien connaître, ou sur des marketplaces de basket chaussures, etc. Parce que du coup, je peux, même si je ne suis pas au board, voir la personne qui est là où j'étais il y a 4 ans et essayer de lui éviter de faire les mêmes bêtises, même si, in fine, on doit faire les bêtises. On gagne peu de l'expérience d'autrui, quand même, dans l'ensemble. On peut te dire 40 000 fois, fais pas ça. Si tu penses qu'il faut le faire, tu le fais, et après tu dis, ah oui, tu avais raison. Mais tu peux quand même un peu aider. Moi, j'ai ouvert la Chine, par exemple. Shit show ça. Mais je l'ai fermé au bout de 6 mois et ça a fait de la peine à tout le monde parce que j'avais mis un temps là-dessus et des gens terribles. Je me suis levé un matin et tout arrêté vraiment en une journée. Donc il faut savoir arrêter parce que c'est un pays qui est trop compliqué voilà. Je sais plus ce que je disais. Je fais des réponses qui sont hyper longues donc je m'oublie un peu. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Ah si, je pensais qu'Adrien avec une question pour... Tu nous as expliqué un petit peu ton business model. Comment est-ce que vous faites concrètement en termes de pricing? Est-ce que on a genre Booking
qui veut faire 3000 shootings dans 15 pays, donc on va lui faire un prix et c'est au cas par cas ou... Ouais, c'est un des sujets les plus importants de la boîte. C'est cost-based pour l'instant, parce que pas la meilleure approche. C'est un mélange de cost-based et d'études de marché, mais on shoot dans un peu plus de 100 pays maintenant quand même. Hein. Et quand tu dis 100 pays, c'est des pays et des villes. Donc quand tu es en Thaïlande, tu as la capitale et puis tu as les autres villes autour. Et donc tu es là, combien on doit rémunérer un photographe pour 1h30 de travail dans la 4e ville de Thaïlande, et tu as 2 jours pour répondre parce que le client il veut son pricing. Et que plus tu mets du temps, moins tu signes. Donc il faut accélérer. Donc on a une équipe de pricers par région, etc. C'est hyper technique, on n'est pas encore très bon. On est souvent trop cher ou pas assez cher, etc. T'apprends, encore une fois j'ai mis du temps à mettre de la data, mais une bonne façon de faire, c'est de loguer évidemment toutes les pricing requests, ou même sans parler de pricing requests, toutes les offres que tu as pushées à des clients, traquer les oui et les non, et après faire des moyennes. Donc t'envoies 40 trucs au Brésil, t'en as 10 qui signent, mais sur les 30, tu vois qu'il y en a 38%, c'était à cause des prix. Et là tu regardes les prix. Et donc tu as la data en fonction de ça, tu augmentes de 5 €, etc. Et tu avances comme ça. Le problème, c'est que du coup, tu perds plein de clients que tu n'aurais pas perdu si tu faisais des bons pricing. Mais il n'y a pas de vraie solution. En interne, ils ont essayé de me pousser la fameuse tarte à la crème de faisons une étude de marché avec BCG. Et en fait, qu'est-ce que tu veux apprendre, une étude de marché sur 100 pays avec des... Quand on parle de photos, il y a plein de sujets différents. Ça peut être 12 photos, ça peut être 400 photos, ça peut être 800 reportages ou 100 ou 4000, ça peut être sur 8 villes, sur 3 villes. Ça implique un customer service, un SAV sur plein de langues, des producteurs sur plein de langues. S'il y a plus de langues que de villes, tu peux avoir 8 villes mais la même langue, t'en fous. Tu peux avoir 8 villes en Inde. En Inde, on a 8 types de 8 langues différentes, 8 langues indiennes différentes. Donc quand tu as un projet sur 8 villes, mais 8 langues, maintenant, il y a des no-go, c'est beaucoup trop d'argent. Par contre, tu as le même nombre de trucs sur 3 villes, là ça passe. Donc, tu as énormément de critères à prendre en compte. C'est une boîte très compliquée. Le SAV, dès qu'un call rentre, on a, je crois, 55 langues au bureau, réparties sur tous ces bureaux, 55 langues. Il faut comprendre quelle langue, pourquoi, comment, etc. Donc, c'est une boîte opérationnellement qui est technique. Et la partie pricing, c'est une des parties les plus dures. On se rapproche de plus en plus vers un truc quasiment automatisé, avec l'expérience qu'on commence à avoir. Surtout qu'après tu fais tes marges. Dans tes marges, tu intègres le coût d'acquisition. Dans le coût d'acquisition, tu intègres le bidding. Et donc le temps que tu as passé à pricer, etc. Et le pricing, ça prend beaucoup de temps. Donc si tu veux gagner un point de marge par un point de marge, faut automatiser le pricing et tu passes d'une marge nette de 2% à 3% et tu fais ça sur tous les sujets en même temps. Très compliqué le pricing sur ce genre de boîte. Pour l'instant, c'est majoritairement cost-based. Et je ne m'en occupe pas. Je suis très heureux de ne pas m'en occuper. Bonsoir. Je me demandais tout à l'heure, tu as dit que tu préférais les photos aux vidéos. Et oui. Pourquoi, enfin, c'est quoi la vision en fait sur les vidéos de Miro Alors, il y a 2 réponses à ça. La première, c'est qu'il y a un besoin de photo qui est plus important que de vidéo. Donc en termes de business, pour moi, la photo, c'est plus important. On fait 7 à 8% de vidéo, nous, sur notre chiffre d'affaires. Le reste, c'est de la photo. Parce que sur le web, des belles photos, ça suffit à acheter, concrètement aujourd'hui. Donc les clients demandent des photos. Et quand tu traques les retours... tes ROI, ton click-through rate entre des photos et des vidéos, tu vois que la photo ça marche très bien. Or, ça coûte moins cher que la vidéo. Et deuxièmement, à titre privé, j'ai plus d'affect pour la photo. Donc, c'est les réponses pour ça. Je trouve que quand tu arrives à capter un moment d'un quart de seconde et que tu l'immortalises. Alors, moi, je vois énormément de photos et de photographes passer, donc j'ai la chance de voir des trucs vraiment stylés passer devant mes yeux tout le temps. Et c'est fou comme le même métier, ça va être pareil pour la photographie, mais le même métier prend des tournures différentes d'une personne à l'autre. On a fait notre première projection, on fait une série de 12 épisodes qu'on va essayer de pousser à Netflix, etc. Sur la vie des de photographes vraiment connus. On a fait notre projection mardi sur nos 2 premiers documentaires. Et donc tu as une première personne qui est complètement barge. Et le documentaire, il est complètement barge, quoi. Et qu'à sa façon à elle d'exprimer la vie, quoi. Elle voit la vie au prisme de ses couleurs et de sa folie. Et puis le deuxième, c'était un Allemand qui va à la campagne en pleine cambrousse avec son fils et 3 chèvres et qui a une façon d'appréhender la vie qui est très différente. Et alors c'est fou à quel point sur les clichés, tu vois leur vision du monde. Et je trouve ça merveilleux. T'as pareil, évidemment, alors pas sur la vidéographie, mais sur des films plutôt, plus que de la vidéo. Mais du coup, moi, je suis plus touché par la photo. Donc la somme des deux fait que je réponds photo à la question photo-vidéo. Bonsoir Thomas. D'abord, je m'excuse parce que j'ai mis une cravate aujourd'hui pour ta présentation. Buenos días.
Buenos días a ti. Vraiment, je m'excuse, c'est fini, plus jamais. C'est pas bien. En entretien, le mec qui se pointe en costard-cravate, on se dit aïe, il sait pas. C'est fini, je te promets. Et la question, en fait, moi j'étais entrepreneur aussi il y a très longtemps, il y a 10 ans. Et je me souviens comment c'était dur, comment il y avait des larmes à des moments, comment c'était difficile d'aller frapper des portes et tout. Toi, tu racontes l'histoire justement comme si tout était déjà dans ta tête et ça a l'air. Ouais, il y a tu es vraiment très doué pour raconter cette histoire. Et ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment est-ce que toi tu t'es posé des questions, est-ce que c'était difficile, est-ce que je sais pas. Alors d'abord, je le vis pas de titre personnel comme quelque chose de très difficile. Je sais pas, quand tu fais une classe prépa, t'as un peu deux groupes dans la classe. T'as les gens qui souffrent de partir, parfois qui pleurent, ça. Puis t'as les gens qui prennent ça avec pas mal de philosophie. Moi, j'étais plutôt dans le camp philosophe, donc j'ai bien vécu la prépa. Et de manière, c'est une analogie, mais qui est assez bonne, je vis ça relativement bien. Je suis pas très stressé. J'ai failli planter la boîte plusieurs fois, parce que comme j'ai poussé la boîte au maximum pour lever des gros tours, ça veut dire qu'à chaque fois, un mois après de closer un tour, j'avais plus de cash. Ce qui, évidemment, faut pas dire au fond, parce que sinon, faut pas le montrer. Mais en vrai, j'avais très peu de cash chaque fois. Et donc, ça peut te donner des sueurs froides, parce que si tu closes pas toi le levée de fonds, t'es mort. Donc j'ai eu... je vais te donner un exemple. Ma première série, j'avais un burn mensuel de 200K. Donc le burn, c'est pas les dépenses, c'est vraiment ta perte de cash. Donc tu fais 200 000 euros de revenus, je sais pas, et tu dépenses 400 000. On appelle ça un cash burn. Et donc je brûlais 200 000 euros par mois. Et je clôt une première série que vous n'avez jamais vue parce que finalement elle n'a pas closé, de 7 millions d'euros, avec deux fonds, Alven et Index. Alven, c'est le fonds qui a la plus belle performance en termes de ROI en France. C'est pas le plus gros fonds, mais c'est la plus belle perf. Et Index, c'est un des 2-3 très gros fonds en Europe et un des plus gros fonds au monde. Bon, quand tu es là depuis 9 mois et que tu as un Index qui te term sheet 7 millions, tu es là, ah ouais, sympa ça. Voilà, donc tu es content. Et en fait, ils n'ont pas closé la term sheet, donc ce qui est très très rare. Ils ont term sheet, ça sorte de pré-contrat, c'est une LOI, Letter of Intention. Et en fait, ça n'a pas closé. Ils m'apprennent le 21 janvier que ça ne close pas. Et à ce moment-là, j'ai 12K sur mon compte en banque. Et je brûle 200. Donc là, t'es pas très heureux. Et donc, et ça m'est arrivé plusieurs fois ça dans la boîte. Et dans des situations où tu sais que ta boîte ferme peut-être prochainement. Et voilà. Après, moi, je les vis pas mal à titre perso. Je prends beaucoup de. Enfin, tu plantes ta boîte, quoi. Je suis beaucoup plus mauvais en perso, si tu veux. Quand je me fais larguer, je peux me prendre un gros tunnel bien moche. Je suis pas très bon. J'ai l'impression que ma vie s'arrête, si tu veux. Alors en pro, c'est qu'une boîte, tu vois. Je trouve pas ça. Comment moi je vois les choses, la famille c'est important, etc. Je dis des choses un peu cucu, mais la famille c'est important, etc. La boîte, si ça marche pas, tu feras autre chose et tu seras aussi heureux. C'est pas important. Donc évidemment que j'ai pas envie de la planter, la boîte. En plus maintenant j'ai des gens qui en dépendent, donc j'ai pas dit que j'avais envie de la planter, mais je le vois avec pas mal de philosophie et objectivement je l'ai jamais mal vécu. Voilà. Par contre ça a eu des implications sur ma vie personnelle où là c'est moins marrant, mais sur la partie purement pro, d'abord j'ai pas l'impression que ce soit compliqué, pour être franc, mais je parlais à un pianiste très connu il y a quelques semaines, qui est idolâtré par tout le monde, qui lui à titre perso se trouve nul, et on a, je pense, un peu tous à peu près le même réflexe. T'es très bon au foot, t'es très bon, etc. Tu sais pas pourquoi t'es bon ce que tu fais, ça te paraît du coup pas très compliqué, et parce que ton cerveau est fait comme ça. Si je faisais un autre métier, du produit, etc., autre chose, je serais peut-être très très nul. Il se trouve que je suis là où je dois être, c'est-à-dire que c'est là où mon cerveau tourne bien. Donc, de fait, comme il tourne bien sur ce sujet-là, ça me paraît pas compliqué, ça me paraît même évident. Et donc, je le dis avec simplicité, parce que même si je sais que c'est rare de faire des croissances rapides, je le vis pas, j'ai pas l'impression de me lever en étant... surtout, je vois tout ce que je fais mal. Donc, voilà. Puis tu vas dans la boîte, tu vois que c'est quand même bien le bazar, donc tu n'as pas l'impression de... Bon. Une dernière question. Bonsoir. Ouais, ma question est la suivante. Moi, je peux rester là encore une heure. Enfin, je ne sais pas si vous voulez arrêter le truc, mais... À ton avis, quelle est la qualité que tu as dû le plus développer et comment tu l'as développée dans tes boîtes? C'est dur comme question, ça. Mes 3 qualités, mes 3 défauts.
Bon, je sais pas si je l'ai développé, c'est compliqué de savoir ce que j'avais, ce que j'ai maintenant, ce qui a changé, etc. Mais c'est la prise de décision sur une journée. C'est pareil quand tu as une boîte avec 3 personnes, c'est pareil, mais à moindre échelle. Là, dans la journée, il y a peut-être 20 fois par jour, on me demande de décider quelque chose. Puis en général, je ne sais pas. Concrètement, on arrive, il y a un salon à Boston, ça coûte 18 000 €, est-ce qu'on peut y aller ? Je sais pas, c'est quoi ? Voilà. Donc c'est un peu ça tout le temps, si tu veux, sur des sujets parfois graves, parfois moins graves. Et donc, il faut être capable, avec très peu d'informations, de prendre des décisions. Et sur le moyen terme, tu vois si tu as un bon flair ou si en fait tes décisions sont tout le temps fausses. Auquel cas, il faut que tu changes de métier. Et donc ça, je sais pas si j'ai développé, en tout cas, c'est un truc qu'il faut que tu aies et probablement que tu améliores. Après, une deuxième chose que j'ai apprise, en tout cas que je fais maintenant, et pour l'instant ça va, c'est la prise de décision sur des Excel. Quand tu es 50, tu n'as pas de data, ton BP c'est un onglet tout pourri. Et donc tu gères les choses humainement, tout est à portée de main. Quand tu es 500, 1000, 2000, 10 000, tu gères les choses qu'avec de l'Excel. En gros, tu reçois des reporting sur tous les sujets de la boîte, comme en cours de Financial Analysis à Lyon. Tu as des trucs qui ne veulent rien dire, mais en fait, quand c'est ta boîte, ça veut dire plein de trucs. Tout de suite, ça devient intéressant. Et tu dois prendre des décisions là-dessus. Et donc, en fait, quand tu diriges une boîte de 1000 personnes et une boîte de 50 personnes, c'est pas du tout le même métier. On dit, est-ce qu'il faut accentuer de 1% ci, ça, machin. En fait, tu regardes que des chiffres, tu connais plus personne, et tu prends des décisions juste là-dessus. Quand tu es 10 personnes, c'est vraiment un autre métier. Et donc ça c'était nouveau pour moi. J'ai changé de métier en fait, de toute façon. Maintenant j'ai un codir, ils sont 12, je disais tout à l'heure que tout le monde était meilleur que moi. Le CFO est évidemment meilleur que moi en finance, je lui souhaite. Le mec qui gère les opérations, il était CEO de Deliveroo avant, évidemment qu'il est meilleur que moi là-dedans, etc. etc. Et donc c'est comment avec ces gens qui sont meilleurs que toi partout, tu leur apportes quelque chose qu'ils n'ont pas eux. Parce que tu es là où tu es, ils sont là où ils sont, donc chacun ses compétences. Voilà. Ça c'était, je sais pas si je l'ai appris, mais en tout cas c'est un truc qui a vraiment changé chez moi, enfin dans le métier en 3-4 ans. Ouais. Et bonsoir. Étienne Reynaud, donc je suis cofondateur de la société Smart Eco. En fait, c'est un accélérateur de la transition énergétique, donc plutôt énergie renouvelable, efficacité énergétique. Oui. Donc effectivement, comme tu as exprimé, tu ouvres un nouveau marché. Donc il y aura de plus en plus de données. Comment cette notion un petit peu de lutte contre le réchauffement climatique, empreinte carbone, est adressée ? Est-ce qu'il y a des critères au sein de ta boîte ou même des investisseurs ? Ce sont des questions vraiment très simples que l'on a ce soir. Alors les investisseurs, quand ils investissent, ils te demandent de remplir un formulaire ISR, enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, et c'est très très chronophage, c'est très très long et c'est imposé. Donc si tu ne remplis pas les contraintes, alors ça n'a pas été le cas pour tous les fonds, mais ça a été le cas pour beaucoup de fonds, si tu ne remplis pas les contraintes ou les cases du truc, ils ne peuvent pas investir. Parce qu'eux-mêmes ont fait des levées de fonds auprès d'autres personnes sur lesquelles ils s'étaient engagés à respecter ça. Si tu ne l'as pas aujourd'hui, il faut que tu t'engages à l'avoir. Et en réalité, tu reçois des trucs tous les 6 mois où ils checkent où t'en es. Après, moi, en interne, j'ai une personne qui fait que ça. On m'a demandé en interne d'arrêter de prendre l'avion. Il y a des trucs qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'en est pas là du tout. On brûle de l'argent à des niveaux très élevés. On est très très loin d'avoir une boîte rentable, etc. Et c'est pas le but, donc, pour l'instant. Donc il n'y a pas de problème. Mais on est très loin de pouvoir attaquer tous les sujets. Après, j'ai une personne full-time qui fait que ça. Donc ça va être des sujets un peu faciles de pas de plastique au bureau, etc. À des trucs un peu plus long-termistes. Mais c'est dans l'ADN de la boîte, pour le coup. Et c'est imposé de toute façon par les fonds d'investissement, ce qui est, somme toute, une très bonne chose. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez des méthodologies de travail particulières ? Je pense d'abord avec vos équipes tech, peut-être des méthodes agiles de développement, ouais. Et puis même à titre personnel, des habitudes, des routines qui vous aident ? Oui, on a tous des routines. Alors la question de la routine, elle est pas, on peut pas prendre la routine du voisin pour se la prendre chez soi. Donc si un mec court à 5h30 tous les matins, ça sert à rien de faire pareil, parce que 2 semaines après on arrête. Moi j'ai effectivement mes trucs que je fais tout le temps, mais c'est pas fait exprès, c'est que il se trouve que je fonctionne comme ça. Comme je suis insomniaque, je fais des trucs la nuit, etc. un peu tout le temps, parce que c'est comme ça que je suis. Mais c'est compliqué de copier-coller une routine. Donc je peux te dire ce que je fais tous les jours si tu veux, mais ça ne te servira pas forcément à grand chose. Après je trouve ça bien d'être structuré. On a en niveau tech, on est en agile, squad, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas beaucoup d'autres façons de fonctionner, je crois, aujourd'hui de toute façon. Il vaut mieux s'y mettre rapidement à ce genre de choses. Après, dans la boîte, on a des process, on a une partie produit qui s'occupe de... Ça s'appelle Mirowork, et donc ça rend un truc charté sur comment on fait une réunion, pourquoi, c'est quoi. Donc, parce qu'au bout d'un moment, encore une fois, il faut que tout le monde fasse pareil, parce que sinon c'est le souk très rapidement.
La réponse est oui, on a des process un peu partout. Tu veux éviter de faire de la bureaucratie à tous les étages, et donc il faut être dans l'entre-deux. Et ça devient compliqué quand tu es presque 1000, tu as la politique, ils commencent à t'aurais prié ne jamais avoir de politique de ta vie dans ta boîte, bah en fait si, etc. Donc oui, il y a des process, tu peux pas faire une boîte sans process de travail, je parle, tu es obligé, sinon ça marche pas. Et oui, j'ai les miens. La différence entre maintenant et il y a 3 ans, c'est par exemple, c'est les demandes de rendez-vous. On te demande des rendez-vous toute la journée, que ce soit pour faire des confs, que ce soit pour des journalistes, que ce soit tout le temps, ou en interne. Et en interne, tout le monde veut te prendre un quart d'heure, mais rien tout le temps. Et donc ça, il faut apprendre à dire non à des gens. Ça, au début, c'est pas facile. Et donc en fait, 3 meetings sur 4, tu dis non, ça m'intéresse pas, ou non, pas intéressant, ou non, t'as pas besoin de moi, ou bref, non. Voilà. Et maintenant, j'ai une assistante que j'avais pas avant, et je trouvais très ridicule les gens qui ont une assistante. Bon, je m'en fous de l'assistante. Bon. Puis en fait, ça m'a changé la vie, ça. Parce qu'il y a une personne qui t'enlève tous les problèmes que tu as dans la tête, qui te prennent la tête. Il faut que tu changes l'ampoule chez toi, ou il faut que tu ailles faire un truc à la poste, ou en interne, il faut que tu fasses des prises de rendez-vous, et puis tu as 8 échanges de mails parce que la date va pas, et tu es spammé d'échanges de mails pour savoir si tu peux être 10h à 11h à midi. Et ben là, tu prends une personne qui le fait, et tout d'un coup, ton calendrier il est hyper clean. Bon. Donc tu changes de 3 trucs, et avec le temps, tu es obligé d'être très 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 processé, sinon ta vie devient un enfer. Moi, à la base, je suis pas un mec très très processé. Je suis un profil plutôt sales, donc comme tous les sales, je suis plutôt côté bordel que côté comptable, si tu veux, qui est hyper voilà. Et au bout d'un moment, t'as plus le choix, donc que tu fais. Et donc tu peux t'entourer de gens qui t'aident à le faire. Mais quand ta boîte commence à grossir, il faut vite se mettre à faire tout ça. Voilà. Et alors, juste pour finir, après le Fast and Curious de Sam, on va laisser la parole à Gaëlle pour quelques questions éthiques. Merci. On va revenir à... C'est mes questions préférées. Ouais, on va voir. Tu as parlé de décision, on va revenir à la décision. Tu as parlé en fait du fait que vous aviez dû beaucoup vous débrouiller au départ, et puis que tu voulais faire des belles choses, et des bonnes choses. Est-ce que pour toi ça veut dire quoi, et c'est pour qui? C'est pour ta salarié, c'est pour les photographes, c'est pour le monde? Tu peux nous dire un peu? Non, c'est pour les gens avec qui tu travailles. T'as pas envie. Tu parles de photographe, j'ai pas envie de croiser un photographe dans un resto et qui m'insulte, hein, c'est pas le sujet. Quand tu montes quelque chose, et c'est pareil en interne, t'as pas envie que. Donc quand tu fais quelque chose, il y a quelques personnes sur Terre qui s'en foutent complètement, mais dans l'ensemble, si tu as un savoir relativement sain, quand tu fais quelque chose, tu as envie que ça fasse rêver les gens, que ça leur plaise. Si tu peux changer leur vie, c'est cool, même de 1%, etc. Donc en interne, la culture, elle est gérée par moi en direct, ce qui prend un temps considérable. J'ai investi des sommes, et il faut les pitcher à des fonds, ça aussi, en décoration de bureau, week-end, culture, etc., qui sont vraiment anormales, pour que les gens soient heureux. Quand on travaille beaucoup trop, t'as envie de donner le pendant, t'as pas envie que le mec aille au bureau comme potentiellement moi je venais à la Société Générale, si tu veux, donc avec l'envie de pas y aller. Voilà, en interne, je suis fier que les gens sont en colo, partent en vacances ensemble, je pars en vacances avec plein de gens de la boîte, etc. Donc moi je suis très content de ça. Ça a un pendant, c'est quand faut sortir des gens. Pas comme tu as créé une boîte avec beaucoup d'affect, c'est beaucoup plus dur que dans une boîte où il n'y en a pas. Donc ça crée peut-être d'autres problèmes. Et côté photographe, le but c'est vraiment d'améliorer leur façon de travailler ou de manière générale leur approche au travail, etc. Donc ouais, c'est hyper important pour moi. Et j'investis dans des trucs qu'il faut que je pitch au fond qui ne ramèneront jamais un euro, juste pour ça. Tu peux donner des exemples un peu Bah ouais, le content, quand je dis que je sortis des documentaires par exemple, ça m'a pris un temps. Moi je suis allé sur les shoots au Mexique, etc., moi-même, etc., avec 1000 mails à côté, etc. Ça te cherche du stress, des voyages en plus, etc. Énormément de temps passé. Parce que je pense vraiment que quand tu aimes un métier, tu as besoin d'être inspiré. Moi je lis beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat. On parlait d'Elon Musk tout à l'heure, sa biographie absolument exceptionnelle. Je pense que quand tu aimes un métier, tu as besoin de lire et de t'inspirer aussi. Donc j'ai investi là-dessus, ça ne me rapporte pas un euro, ça ne me rapportera jamais un euro. La fondation, qui en a donné un peu moins d'1 million d'euros de budget, ça reste des budgets énormes. Et je passe du temps conséquent là-dessus, et ça n'a aucun intérêt business pour la boîte. Elle fait quoi la fondation? Elle investit sur... là on est en pleine récolte de projet, on l'a posé il y a 1 mois et demi. Il faut faire les statuts, etc. Il faut que l'État valide le truc, ça prend un peu de temps depuis la levée de fonds. Le but c'est de soutenir la communauté de photographes, donc on regarde plein de projets différents. Ça va de faire un prix
sur différents sujets qui nous intéressent. Donc là, on est en train de regarder des sujets sur le féminisme, etc. Donc c'est la meilleure façon de photographier le féminisme, ce genre de choses. Proposer à nos photographes d'ouvrir 3 galeries pendant 1 mois et demi et d'exposer leurs photos et ce genre de choses pour soutenir leur travail parfaitement, à fond perso, fond perdu. Et c'est très important, ça apporte pas grand chose à l'image de marque, très honnêtement. Ça apporte rien d'ailleurs à l'image de marque, surtout que personne ne le sait. On n'aide pas les photographes à travailler avec nous du tout. C'est pas forcément, donc il n'y a pas un intérêt de rétention en réalité sur ce genre de sujet-là. Donc c'est purement par envie de servir à quelque chose. Voilà, donc ouais, pour moi c'est hyper important. Mais je pense que n'importe quelle personne qui monte sa boîte a envie, t'as le pitch, t'as la vision, bon, tu te dis parfois un peu n'importe quoi parce qu'il faut dire n'importe quoi, mais t'as vraiment ce qui t'intéresse et c'est souvent entre les deux. Donner du sens. Ouais. Et ça engage du coup tes collaborateurs. Et bien sûr, t'as des externalités positives, notamment l'engagement des collaborateurs. J'ai l'impression que si on faisait que du on-demand, que de la plateforme, ça passionnerait pas les gens. J'ai que des photographes, des mannequins et des producteurs chez moi, j'ai que ça. Qui sont donc très arty. Donc le fait d'investir sur des sujets tout aussi arty et un peu plus profonds que simplement connecter Uber Eats à un photographe lyonnais, c'est important aussi pour les équipes. Ouais. Ok, merci beaucoup. Et justement, pour aller un peu plus, on va continuer un peu sur ce sujet. On a parlé tout à l'heure avec Olivier de toutes les critiques dont vous avez fait l'objet. Par ailleurs, il y a un article des Échos dans lequel tu déclarais que tu voulais... je reprends tes mots, que ta vision pour Miro était de créer une entreprise qui sort les artistes de la précarité et que tu croyais en la créativité qui est une qualité que seule une infime partie de la population conserve à l'âge adulte. Comment tu réconcilies tout ça en fait, la croissance, le développement pas tout à fait mes mots, ça c'est normal. Je trouve, sur la partie créativité, c'est une façon différente de le dire. Sortir de la précarité, ça veut dire qu'ils le sont, c'est pas toujours le cas. En revanche, les aider à gagner un peu plus de revenus, c'est important. C'est des personnes qui gagnent entre 800 et 1000 euros en moyenne en France, qui ont tous un second métier parce que tu gagnes pas assez, etc. Donc je suis content de pouvoir apporter 400, 500, 1200 euros de plus par la fin du mois. Je trouve ça hyper cool, en vrai. Créativité, c'est un truc qu'on travaille peu dans le monde de l'éducation. On l'est tous à la base, je pense, créatifs, et après on prend des chemins différents. Il y en a qui finissent à faire des maths, et d'autres qui finissent et je trouve ça cool de pouvoir, moi, avec ma petite truc, travailler un peu là-dessus. Je trouve ça vraiment très cool. Encore une fois, moi je suis un passionné de business, donc j'aurais pu monter une boîte qui vend des aspirateurs, ça m'aurait sûrement plu. Parce que le business en lui-même m'intéresse, les chiffres, etc. C'est un truc qui me... Après, si tu peux mettre à côté de ça un truc qui te passionne vraiment en plus, c'est là où tu deviens content, tu passes de content à heureux presque, en tout cas sur la partie... Et donc moi la partie créativité, quand je te dis j'étais hyper hands-on sur les premiers documentaires qu'on a sortis, c'est parce que je pense que c'est important, mais surtout parce que ça me passionne et parce que je kiffais faire ça. Quoi. Et donc c'est ce qui donne de l'énergie quand on n'a plus, Ouais, exactement. J'ai croisé un photographe il y a un mois dans un restaurant à 1h du matin avec 3 bières dans le bif, et le photographe il passe, il me dit vous êtes Thomas? Je fais ouais, putain, vous m'avez sorti de la merde, etc. En vrai c'était quand même hyper stylé quoi. C'est une vraie histoire, c'était un clochard qui est passé chez nous à Paris, un Parisien, qui pour je sais pas quelle raison était, parce que l'algorithme après doit dispatcher shoot, donc il y a des badges, etc., qui s'est retrouvé rapidement, sûrement parce qu'il est très fort, à en faire plein avec nous, et du coup il a commencé à faire 1200 euros par mois. Bon, il avait son appareil photo, c'était un passionné, etc. Et puis c'était hyper chouette, c'était vraiment très récemment là. Donc quant à ça, c'est quand même vrai, tu rentres chez toi, c'est cool quoi, tu vois. Voilà. Merci beaucoup, merci à toi. On va peut-être clore la conférence. On vous invite en fait au cocktail, donc vous pourrez poser vos dernières questions à Thomas. Je voulais vous remercier tous d'être venus ce soir. La prochaine conférence aura lieu le 14 mai. Alors ce sera normalement avec Alexandre Dana, qui est le fondateur de Live Mentor, qui viendra parler des 12 clés Chic, monsieur. de l'entrepreneuriat. Et nous avons aussi invité Pauline Léniaud, qui est la fondatrice de Gemio. Et j'espère qu'elle acceptera notre invitation. Voilà, donc c'est le 14 mai. Je vous souhaite encore une bonne soirée et un grand merci à Thomas. Merci.